Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là et de cette occasion d'échanger avec vous sur... je vais essayer de faire de mon mieux pour répondre à vos interrogations, mais très heureux qu'on puisse avoir l'occasion d'échanger sur vos pratiques. Moi, effectivement, je suis rentré au CNRS en 2016, dans la foulée des événements de 2015. Je vais essayer de faire deux choses en même temps. Je suis pas très fort à ça, mais voilà. Je vais essayer d'ouvrir mon PowerPoint en même temps. Ouais, ça m'a l'air pas mal. De manière à pouvoir vous montrer tout de suite. Voilà, c'est ça, je vous avais mis ça, mais vous pourrez le retrouver en plus grand sur... C'est ma page biographique sur le site de mon laboratoire, donc l'Institut des sciences sociales du politique, qui présente un peu rapidement pour vous expliquer d'où je parle en fait. Donc moi, je suis rentré au CNRS en 2016, je le disais, et pendant que vous étiez donc occupé dans vos différentes pratiques professionnelles, moi, ma pratique professionnelle, elle a consisté à justement enquêter sur ces questions d'impact social des attentats, et d'essayer d'analyser ce processus social, ce que les attentats font aux sociétés, ce que les attentats de 2015 ont fait à notre société. Et 10 ans après, on en est encore en train de tirer les fruits de ces différents chantiers d'enquête qu'on a pu lancer. Donc merci encore au collectif pour cette invitation. Ce que je vais vous présenter du coup là, dans un premier temps, c'est un petit peu un panorama de mes recherches, mais qui sont aussi, et j'ai envie de dire, de nos recherches. Il n'y a pas que les miennes, parce que il y a 2 temps essentiellement dans mes travaux. C'est vrai que ce livre-là, donc Sidération, dont vous a parlé Martin, c'est pour moi le point de départ, parce que c'est le premier livre que je publie, mais c'est un livre issu donc en fait de ma thèse. Et donc je vais vous en parler tout de suite après, mais donc d'un travail solitaire. Et c'est un livre, alors voilà, il sort dans le contexte 2015-2016. Ma thèse, je l'ai soutenue en septembre 2014. Le livre, je l'ai écrit à l'été 2015. Et donc chaque chapitre repart de certaines choses qui nous ont occupés, des questions qui se sont posées dans le contexte des attentats de janvier 2015. Et il sort quelques semaines après les attentats du 13 novembre 2015. Donc il est très lié aussi à ces événements qu'on a pu lire. C'est donc un point de départ, mais qui en même temps est déjà le point d'aboutissement de ce qui avait quasiment été une dizaine d'années de travail pour moi sur ces questions-là. Et puis après, donc, ça a été des recherches qui ont été collectives. Et donc je vais vous présenter un peu un panorama là, de choses, en espérant qu'elles puissent répondre à certaines questions que vous vous posez et vous donner des pistes, voilà, pour approfondir ensuite par vous-même, si vous le souhaitez, tel ou tel point. Et juste pour vous donc, achever de situer d'où je parle, donc je suis rentré au CNRS en 2016. J'ai commencé à travailler sur ces questions d'impact social des attentats à partir de la fin de mes études, au début de ma thèse, donc 2006-2007. Ça va faire une vingtaine d'années que je travaille là-dessus. Et en chemin, en 2015, où est-ce que j'étais? Moi, mon attentat de 2015, j'étais enseignant au lycée, donc dans le secondaire. Dans un lycée de banlieue parisienne, j'étais enseignant de sciences économiques et sociales, puisqu'au départ, je suis professeur agrégé de sciences économiques et sociales. Donc j'ai aussi vécu ces événements-là, alors à la fois comme jeune chercheur qui venait de soutenir une thèse sur ces questions-là, mais j'ai aussi été amené à les vivre en tant qu'enseignant sur le terrain, confronté à des élèves. Je me souviens encore très bien au moment de janvier 2015, parce qu'en plus, mon lycée n'était pas très loin c'était à l'est dans la banlieue est de Paris, donc pas loin de la zone où on cherchait les terroristes, les frères Kouachi à l'époque. Je me souviens très bien d'avoir dû faire face à l'angoisse de mes élèves de seconde, en l'occurrence, dans un contexte où en plus on avait des consignes de confinement dans l'établissement. Et puis voilà, l'histoire ne dit pas ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu... Voilà, je suis rentré assez vite au CNRS, c'est difficile d'y rentrer, je suis rentré aussi assez vite parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé et que j'étais spécialiste de cette question-là. La première partie de ma carrière jusqu'à ce livre-là, c'est une partie où on me dit mais sur quoi tu travailles, c'est quoi l'intérêt de ces questions-là, pourquoi travailler sur les réactions aux attentats, quelle est la question? Alors je vais y venir, quelle est la question? Pourquoi est-ce qu'il m'a semblé qu'il y avait quelque chose qui méritait d'enquêter là, de faire de la recherche en sciences sociales? Et puis ensuite une deuxième partie où on m'a dit ah là là, mais quelle prescience quelque part de t'être mis à travailler là-dessus, c'est très important, et donc ce qui fait aussi que je rentre très rapidement au CNRS et qu'on engage tous ces terrains-là. Alors, on va commencer par le commencement. Je vais vous faire un petit pitch rapide de ce livre, Sidération, une sociologie des attentats. Je vous ai mis à côté la version anglaise qui sort 2 ans après, parce que c'est aussi une version qui est légèrement augmentée, parce que bon, voilà, les circonstances sont ce qu'elles sont, et c'est assez rare. Hein. Souvent, vous savez, on glose sur la dissociation des temporalités entre celle de l'actualité, de ce qu'on vit, de ce que les journalistes ont à commenter, et puis celle de la recherche en sciences sociales, qui coïncide rarement. Bon. Moi, il se trouve que j'ai vécu quelque chose d'assez exceptionnel, qui est que je soutiens ma thèse en septembre 2014. Quelques mois après, on est attentats de janvier 2015.
Ce qui m'a pas forcément mis dans une position très confortable. Je disais à l'instant que ça a certainement eu un rôle, on ne peut pas le nier, dans le fait que je rentre assez rapidement au CNRS. En même temps, je me souviens avoir dû répondre à des sollicitations de journalistes depuis des salles de cours de mon établissement scolaire, entre deux cours, pour essayer quand même de répondre à leurs questions, alors qu'en même temps, moi, je me vivais comme enseignant du secondaire à ce moment-là, j'avais pas vocation. Et donc, l'écriture de ce livre-là, j'ai vraiment fait dans ce contexte où les événements étaient encore en cours. Il y a eu janvier, il y a eu novembre, et puis ensuite il y a eu Nice. Pour la petite histoire, puisque je crois que c'est Martin qui évoquait Nice le 14 juillet 2016. Moi, il se trouve que je suis originaire des Alpes-Maritimes, j'ai de la famille à Nice, et que le 14 juillet 2016, je venais d'arriver en vacances auprès de ma famille, après l'année 2015, qui donc, comme vous le devinez déjà, avait été pour moi assez chargée, assez remplie. Donc je l'ai aussi vécu personnellement de manière assez douloureuse, on va dire. Et donc voilà, la version anglaise du livre, elle est augmentée par des textes qui font écho aussi à cette actualité la plus directe. À l'époque, c'était les attentats de Manchester, notamment en 2017. Et donc, le propos de ce livre, Sidération de sociologie des attentats, c'est tout simplement de répondre à la question « Qu'est-ce qui fait qu'un attentat nous touche ?» Voilà, ce qui peut paraître une question comme ça un peu à la fois, je sais pas, choquante moralement. Comment pourrait-il ne pas nous toucher, un peu aberrante. Si vous voulez, dans le contexte 2015, c'était, pour le reformuler autrement, vous voyez la couverture là, je suis Charlie. C'était en gros, voilà, à prendre le contre-pied de ce sentiment que certains pouvaient avoir qu'on ne pouvait pas ne pas être Charlie. Comment peut-on ne pas être Charlie? Forcément, il se passe ça en France, on ne peut pas y être indifférent. Bon. Moi, donc sociologiquement, j'ai voulu reprendre le cheminement qui fait que quand on n'est pas soi-même une victime, qu'on ne connaît pas directement, personnellement une victime, il arrive qu'on se sente quand même concerné, touché, au point de descendre dans la rue pour manifester, au point d'adresser des messages aux victimes pour leur exprimer ce qu'on a sur le cœur, leur manifester notre compassion, notre soutien. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent à ce point concerné, comme si finalement on s'en prenait à quelqu'un de notre famille, à quelqu'un qu'on connaît, alors même que ces attentats tuent des personnes qu'on ne connaît pas directement? L'intuition, je vous le dis parce que c'est aussi une question que me posait tout à l'heure Martin quand on déjeunait ensemble avant cette conférence. L'intuition, pour moi, elle venait du 11 septembre, en fait. J'ai eu 20 ans juste avant le 11 septembre. Et je me souvenais très bien à la fois de ce discours très prégnant dans les médias de nous sommes tous américains, nous sommes tous new-yorkais, cet événement est un événement monde, il a lieu aux États-Unis, mais il nous concerne aussi en France, comme si ça avait lieu en France. Et en même temps, de tout plein de tensions qu'il pouvait y avoir, que je percevais autour de moi, sur on en fait trop, on fait des minutes de silence pour le 11 septembre, mais on n'en fait pas pour d'autres qui meurent dans d'autres pays, c'est parce que c'est de l'occidentalocentrisme, mais non, mais en même temps, on ne pourrait pas être indifférent à ça, etc. Bon, je dirais, autour de moi, j'avais la perception de réactions beaucoup plus contrastées qu'une forme d'unanimisme qui voudrait qu'on soit tous évidemment au même niveau et avec la même intensité concernés par cet événement-là. Et donc, de cette intuition-là, de cet écart, est née cette question sur, au bout du compte, qu'est-ce qui fait qu'on est concerné par un attentat, qu'on se sent plus ou moins concerné. Et pour répondre à cette question, donc, j'ai voulu mettre en place un protocole de recherche empirique, comme on le fait en sciences sociales, en allant voir, en prenant au sérieux en fait toutes ces productions écrites. C'était avant, là, donc on est dans les années 2000, c'était avant les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux type Twitter, Facebook, etc. apparaissent en 2007-2008. Et donc d'abord, j'ai voulu aller voir ce que disent les gens dans ces messages qui sont adressés aux victimes, qui sont victimes d'attentats, qui sont déposés sur des sites d'attentats. Alors là, par exemple, vous voyez, c'est des messages qui sont placardés sur les murs à l'entrée de la gare d'Atocha à Madrid. Parce que donc mon livre Sidération, c'est une enquête qui porte essentiellement sur les trois principaux attentats qui ont frappé les sociétés occidentales, les principaux au sens de les plus meurtriers, ceux qui ont le plus fait parler à l'époque. Dans les années 2000, société occidentale, donc le 11 septembre 2001 que je viens d'évoquer, mais aussi le 11 mars 2004 à Madrid, qui reste l'attentat le plus meurtrier sur le sol européen. C'est 191 morts, c'est bombes qui explosent dans les trains de banlieue à Madrid. Et puis ensuite le 7 juillet 2005 à Londres, une cinquantaine de morts dans le métro et un bus, les transports en commun. Et avec une bascule qui s'opère sur ces événements-là, parce que autant le 11 septembre 2001 et le 11 mars 2004, qu'on a pu à l'époque qualifier de 11 septembre espagnol ou de 11 septembre européen, de par l'ampleur du nombre de morts,
même si on est quand même sur 191 comparé à plusieurs milliers. Ce sont en tout cas 2 événements terroristes qui sont dus à des terroristes qui sont étrangers au pays frappé, alors que dans le cas du 7 juillet 2005 à Londres, c'est le premier cas qui correspond à ce qu'on connaît beaucoup plus désormais, nous, en Europe, ce qu'on a connu en 2015, à savoir des terroristes qui sont ce qu'on appelle des homegrown terroristes, qui ont grandi dans le pays qu'ils frappent, ce qui pose donc du coup des questions sur voilà, la question de l'intégration, la question du rôle de l'école, etc. Question d'une faillite, en gros, de la société qui finit par engendrer des ennemis de l'intérieur et non pas une attaque terroriste qui serait perçue comme une attaque de l'extérieur. Bon. Et donc, mon livre Sidération est une analyse sociologique qui porte donc sur ces messages qui ont été collectés par dizaines de milliers. Donc, c'est aussi une analyse, c'est un peu, si vous voulez, du big data avant l'heure, parce qu'une fois encore, c'est avant les réseaux sociaux, avant toutes ces collectes qu'on a pu faire sur les réseaux sociaux. J'en parlerai après, parce qu'il y a eu pas mal de choses là-dessus depuis 2015. Mais donc, d'abord, voilà, il y a eu tout un travail de collecte de ces messages-là, ou de courriers. Vous voyez, là, par exemple, c'est des boîtes d'archives dans lesquelles vous avez des courriers qui ont été adressés par des Français aux victimes du 11 septembre. Plusieurs dizaines de milliers de courriers comme ça qui ont été adressés à l'ambassade des États-Unis entre septembre et novembre 2001. Voilà. Qui aujourd'hui sont des courriers qui ont rejoint les collections du musée mémorial du 11 septembre à New York. Mais donc, avant qu'ils fassent ce voyage transatlantique, moi j'ai passé plusieurs semaines avec un étudiant qui m'a aidé dans ce travail-là, en fait, à reprendre tous ces courriers-là et à essayer d'en produire une analyse. Donc, ça implique tout un travail, on pourra y revenir. Là, je passe rapidement sur la méthodologie de ce type d'enquête. Mais qui implique un travail de codage, du contenu, savoir ce qu'on y cherche. Mais en tout cas, voilà, ma démarche, c'était une démarche de chercheur en sciences sociales consistant à répondre donc, à cette question qui peut paraître un peu évidente. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent concerné ou qu'on se sent plus ou moins concerné par un attentat et d'essayer d'y répondre avec une démarche scientifique qui soit empiriquement fondée. Et donc là, en l'occurrence, sur ce que des gens se mettent à écrire aux victimes à travers ce type. Donc vous voyez, là, vous avez à la fois des petites cartes, hein, des choses qui tiennent sur un papier Bristol, et puis il y a des courriers très longs. Dans ces cartons que j'ai dépouillés, le courrier le plus long, c'est 17 pages. Voilà, un Français qui prend le temps, vous imaginez, d'écrire 17 pages manuscrites aux victimes du 11 septembre, et alors même qu'il exprime ce que j'appelle dans mon livre le paradoxe du concernement. Souvent, les missives les plus longues sont des missives motivées par ce paradoxe du concernement, c'est-à-dire que les gens commencent par écrire « Je ne vous connaissais pas, mais ». Et donc ce « je ne vous connaissais pas », qui supposerait que donc du coup on devrait en avoir rien à faire de la mort de ces personnes qu'on ne connaissait pas, suscite voilà quelque chose qu'on sent de manière paradoxale. Mais en fait, voilà, je n'arrête pas, je peux pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé. J'endors pas la nuit, je pleure, j'en ai gros sur le cœur, et donc j'ai besoin de me livrer, de vous écrire. Et souvent en fait, quand on prend au sérieux ces courriers, qu'on prend le temps de les lire, on se rend compte que les gens racontent les raisons qu'ils ont de se sentir touchés par cet événement-là, qui ne s'impose pas à eux comme une évidence, justement. C'est pas, bah oui, parce qu'évidemment, on devrait se sentir concerné en tant qu'occidental ou en tant que français. Voilà. Ce qui m'a amené, ça c'est le principal résultat du livre, que je vous livre là sous la forme d'un tableau, à essayer de clarifier quelles sont, alors vous voyez là c'est dit d'une manière peut-être un peu pompeuse, typologie des modalités de participation au public des attentats. L'idée en fait c'est qu'est-ce qui nous amène à réagir publiquement à une attaque terroriste, donc c'est-à-dire voilà, à l'exprimer par écrit, ou aujourd'hui à le dire sur les réseaux sociaux, ou à le verbaliser. Voilà. Qu'est-ce qui nous amène à ne pas être indifférent? L'absence d'indifférence étant donc là, l'indice de l'absence d'indifférence étant prise par le fait qu'il y ait une parole livrée publiquement par l'écrit ou à l'oral qui témoigne du fait qu'on se sent... Donc là, on va développer ensuite, on va élargir le spectre, mais là, évidemment, je ne parle que des réactions d'abord de solidarité, d'empathie, de compassion avec les victimes. Et donc, vous voyez que j'ai fait une typologie qui amène à mettre en évidence différentes façons de se sentir reliées aux victimes. Il y a d'abord, alors là, j'entends par victime les personnes qui ne sont pas directement tuées, en fait, donc victimes là sont les affectés directement, c'est-à-dire les personnes qui sont rescapées ou qui sont endeuillées. Voilà. Puisqu'évidemment, les personnes qui sont tuées dans les attentats ne réagissent pas à leur propre mort. Donc, au-delà de ce premier cercle, affecté directement, qui nous paraît le plus évident, vous connaissez quelqu'un, vous avez un cousin, un proche, un parent qui fait partie des rescapés ou des endeuillés. Au-delà, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, ce qui nous paraît le plus évident, je pense, c'est les réactions qui se font sur un mode impersonnel, qui, elle, par l'entremise d'un sentiment de commune appartenance, un nous, en gros. On se sent, dans ce moment-là, porté par un nous, donc
pour transposer les choses à ce qu'on a connu récemment, en 2015, un attentat a lieu voilà, au cœur de Paris, le 13 novembre, une salle de concert, des terrasses de café. C'est dans la capitale parisienne. En tant que Français, en tant que citoyen français, on s'en prend à des concitoyens dans la capitale de notre pays. On a ce sentiment d'une évidence qu'on s'en prend à nous, Français, et donc en tant qu'on appartient à ce nous, Français, on se sent naturellement concerné. Sentiment de commune appartenance au niveau du pays frappé. Simplement, quand on regarde ce que les gens écrivent dans leur missive adressée aux victimes, et donc voilà, ces courriers que j'évoquais dans le cas des attentats d'Al-Qaïda dans les années 2000, mais ça se transpose donc à des recherches qu'on a pu faire depuis sur les cas plus récents des attentats de Daesh en 2015, 2016, etc. On voit que le sentiment de commune appartenance à l'échelle du pays frappé est évoqué, mais que ce n'est pas le seul en fait. Il y a aussi des gens qui peuvent réagir d'abord en tant qu'ils sont parisiens ou en tant qu'ils ont été parisiens à un attentat comme le 13 novembre 2015. Dans le cas du 11 septembre 2001, ça veut dire que on est français, l'attentat a lieu aux États-Unis, on peut réagir en tant qu'occidental, mais en fait c'est assez rare. Les Français réagissent le plus souvent en tant qu'ils connaissent des gens à New York ou qui connaissent New York ou que cette ville est importante pour eux au niveau de l'imaginaire. Voilà, ils voient beaucoup de films américains, ils aiment beaucoup le jazz, etc. Ou simplement, à une autre échelle, vous voyez, celle des citoyens du monde. Et ça, c'est très prégnant dans les réactions au septembre chez les Français. Sentiment qu'en fait, c'est un événement monde et qu'on se sent concerné en tant qu'être humain, en tant que citoyen du monde, et qu'en fait, ça serait la même chose ailleurs, on s'en sentirait concerné pareil. Alors, après, en pratique, avec des si, voilà. Mais qu'en tout cas, c'est ce sentiment que voilà, c'est l'événement nous touche, pas en tant qu'occidental, mais en tant qu'être humain. Et comme d'autres, face aux attentats de 2015, peuvent avoir le sentiment d'être touchés d'abord en tant que Parisiens plutôt qu'en tant que Français. Bon. Alors après, on peut en penser ce qu'on veut de ces motifs qui sont invoqués dans la réaction publique, mais il me semble qu'il y a un premier geste qui consiste à d'abord les prendre au sérieux. Ça a un certain sens que dans les réactions adressées aux victimes, donc de solidarité, certains mettent en exergue leur sentiment de commune appartenance à la ville qui est frappée ou à l'humanité en général plutôt qu'à une nation. Et puis, il y a, donc ça c'est les gens, vous voyez, qui réagissent avec un sentiment d'évidence. Pour eux, il n'y a pas de paradoxe du concernement. C'est en tant que Français, je me sens concerné. En tant qu'être humain, je me sens concerné. Ce qui donne souvent des messages de solidarité qui sont assez courts, qui font quelques lignes. Et puis ensuite, il y a ces réactions qui se font sous le mode du jeu, en fait. Là, cette analyse que je vous livre, à partir de ces messages donc, qui ont été collectés dans les années 2000, on est avant le « Je suis Charlie », rendu visible en 2015 sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Et en fait, dans cette lettre que j'ai évoquée d'un Français aux victimes du 11 septembre, qui fait 17 pages, c'est une lettre de 17 pages où la personne se livre, elle parle d'elle en fait, elle parle d'elle au singulier, elle dit « je ». Et donc là, il n'y a pas de sentiment de commune appartenance particulièrement mis en évidence. Il y a, non, un récit des raisons que chacun estime avoir personnellement de se sentir concerné, davantage qu'un voisin, davantage qu'un proche ou qu'un ami. Et des fois, donc, ça amène à faire des courriers plus longs, le temps de raconter ce rapport spécifique qu'on a à l'événement, à son lieu, aux personnes qui ont été touchées. Et dans certains cas, donc, ça peut prendre jusqu'à une dizaine de pages pour expliciter l'ensemble de ces raisons-là. Alors, ensuite, vous voyez, ce livre, je l'ai publié début 2016, et exactement au même moment, dans le sillage des événements du 13 novembre 2015, donc, il y a eu un appel lancé par Alain Fuchs, qui était à l'époque le président directeur général du CNRS. C'était il y a 10 ans, donc l'appel Attentat Recherche, assez exceptionnel, qui d'ailleurs dit à lui seul quelque chose de l'impact de ces événements de 2015 sur le monde scientifique. C'est rarissime qu'une institution comme le CNRS lance un appel à projet lié à un événement comme ça. Et donc cet appel, qui était la manière qu'avait le CNRS et le monde scientifique de réagir à l'événement, vraiment dans les semaines qui suivaient, a été donc de lancer un appel à des projets qui pourraient éclairer le phénomène terroriste dans toutes ses dimensions, ouvert à toutes les disciplines. Il y a comme ça donc vous voyez, 66 actions qui ont été financées. Et c'est dans ce cadre-là que donc moi, en même temps que je rentrais au CNRS, je me suis retrouvé impliqué dans pas mal de recherches, et des recherches collectives cette fois-ci, dont je vais vous parler maintenant, qui sont des recherches qui donnent encore lieu à publication aujourd'hui, 10 ans après, parce qu'on a vraiment lancé en même temps beaucoup de terrain. Alors,
Il y a d'abord eu un premier terrain pour moi qui a consisté à prolonger le travail que j'avais fait au cours de ma thèse sur le contenu des mémoriaux qui se créent tout de suite après, dans les heures qui suivent un attentat. Ces formes, vous voyez, comme on les a appelées dans ce dossier spécial de la revue Mémoires en jeu, ces formes de mémorialisation immédiate. C'est-à-dire qu'un des premiers résultats de la recherche aussi pour moi, 10 ans après, si vous voulez, sur ces questions-là, c'est qu'au départ, je me suis engagé dans ces recherches-là en distinguant deux dimensions de mon travail, je dirais. D'abord, celle de l'étude des réactions à court terme, voilà, ce que je viens d'évoquer là, ces courriers adressés aux victimes, qu'est-ce qui fait que des gens descendent dans la rue, observent ou pas une minute de silence, adressent ou pas un message aux victimes, réaction à court terme, impact à court terme. Et puis après, la dimension de le temps de la mise en mémoire ou de la mémorialisation. Et donc là, je me suis mis à étudier les commémorations, les cérémonies commémoratives, la création des monuments aux victimes, qui c'est qui vient aux commémorations, qu'est-ce qui se dit dans le public des commémorations, qui est intéressé par ça, etc. Bon. Et en fait, chemin faisant, j'en suis venu à considérer que les réactions à court terme, à très court terme, dans les premières heures, relèvent déjà d'une forme de mémorialisation, mais de mémorialisation qui est immédiate. Les gens qui viennent sur les sites des attentats pour se recueillir en déposant un message, un bouquet de fleurs, etc., sont déjà dans une recherche, dans une démarche de mémorialisation à très court terme, mais qui marque le point de départ d'un processus qui en fait trouve son prolongement ensuite dans les cérémonies commémoratives ou dans les mémoriaux institutionnels qui peuvent être créés, de manière très concrète parfois. Je vous ai montré là juste avant, je ne vais pas revenir en arrière, mais dans mes slides, là, ces messages qui étaient qui ont été collés, qui ont été collectés et qui ont constitué la matière première de mon travail, de mon premier travail, mais qui avaient donc été collés sur les murs de la gare d'Atocha. Ces messages, donc, ils ont été collectés et ensuite, quand un mémorial aux victimes, un mémorial officiel aux victimes a été construit et inauguré en face même de cette entrée de la gare, d'Atocha, il y a un rond-point juste en face, et au milieu du rond-point, on a créé ce monument. Au sein de ce monument, en fait, on a reproduit une sélection de messages de solidarité adressés aux victimes qui avaient été en fait tirés de ces messages qui avaient été collectés à cet endroit-là. Donc, des fois, il y a une continuité très directe de l'un à l'autre. Et donc, ce premier chantier, sur la mémorialisation, la mémorialisation immédiate des attentats de 2015, a abouti à cet ouvrage collectif que vous voyez là, qui est en fait un livre qui donc a été publié au moment du 5e anniversaire des attentats de 2015, en 2020, et qui est le fruit d'une collaboration avec les Archives de Paris. C'est-à-dire que tout de suite après les attentats du 13 novembre, alors ça n'a pas été fait en janvier, on pourrait y revenir, mais en janvier ça a été assez compliqué pour tout un ensemble de raisons. Si ça vous intéresse, on pourrait y revenir. Les Archives de Paris n'ont rien collecté directement en janvier. D'autres archives départementales et municipales de par la France ont collecté des choses qui documentent la réaction très massive. Les manifestations de janvier 2015, ça reste les manifestants les plus importants dans les rues de France depuis la Libération. Mais donc l'effet de sidération était tel que, entre autres, que rien n'a été collecté à ce moment-là à Paris. Mais par contre, des choses ont été collectées à Rennes. Alors à Lille, je ne sais pas, mais à Rennes, à Orléans, à Saint-Étienne, pas mal d'endroits. Mais par contre, donc en novembre, cette fois-ci, les Archives de Paris se sont très vite organisées et on les a accompagnés, moi et des collègues, dans ce travail-là. Et ça a abouti donc à cet ouvrage collectif qui rend à la fois compte de ce travail totalement inédit pour les Archives de Paris de collecte du contenu de ces mémoriaux, donc de ce qui pouvait être sauvé, évidemment. Les fleurs qui ont été fanées ont été compostées, un certain nombre d'objets ont été collectés et ont été conservés maintenant, ont intégré les collections du musée Carnavalet. Et les Archives de Paris, elles ont conservé tous les petits messages, comme vous les voyez là, c'est la devanture du carillon, et donc les petits messages en papier, les drapeaux, etc. ont été conservés aux Archives de Paris. Et tout ça a été numérisé. Et donc je l'évoque là parce que tous ces documents qui ont été numérisés peuvent servir, pour ceux d'entre vous éventuellement dans la salle qui seraient enseignants, peuvent servir de support pédagogique aujourd'hui pour aborder ces questions-là, pour aborder la question de l'impact social des attentats avec des élèves, de pourquoi est-ce que justement ce type d'événement suscite de l'émoi, suscite des rassemblements, peuvent aussi susciter des tensions, je vais y venir dans un second temps. Et moi-même, j'ai aussi dans cette période-là, j'ai été co-auteur d'un manuel d'initiation aux sciences sociales à l'école primaire, qui est sorti en 2021-22, et qui commence à avoir sa petite vie, dont on me dit assez régulièrement que certains l'utilisent aussi. Il est paru chez Retz
et si ça vous intéresse, on pourra en parler par ailleurs, mais d'aucuns me disent que des fois, ça leur sert aussi pour transposer ça dans des enseignements avec des adultes, dans le cadre de formation permanente, dans le cadre d'animation aussi, dans le travail social, etc., avec un chapitre du coup consacré à la question des attentats, parce que tant qu'à faire, j'étais co-auteur, donc j'ai proposé une séquence pédagogique là-dessus, et qui se saisit précisément donc, de certains de ces documents qui ont été collectés sur le site des attentats du 13 novembre 2015, qui ont été numérisés par les archives de Paris, et en montrant comment est-ce qu'on peut faire une séquence pédagogique à partir d'eux. Ensuite, paru en même temps, il y a 5 ans donc, il y a eu ce petit livre Face aux attentats, qu'évoquait aussi Martin dans son introduction, que j'ai co-dirigé avec Florence Fauché, dans lequel en fait vous trouvez c'est un tout petit livre paru dans la petite collection de poche là, au PUF, La vie des idées, qui vaut même pas 10 €, mais je n'ai pas d'argent là-dessus, donc je l'évoque juste là pour dire que, et sachant qu'un certain nombre de textes, les premières versions des textes qui sont dans ce livre-là se retrouvent en ligne, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous ai mis là aussi la couverture de la version anglaise, la version anglaise qui est parue 2 ans après, est un peu plus étoffée, avec, donc je vous montre les tables de matière tout de suite, notamment 2 chapitres supplémentaires, un sur les musulmans de France, et je vais en parler, et un sur l'école aussi, si ça vous intéresse, on pourra en parler. Donc sur l'école, c'est Sébastien Ledoux dans la version anglaise, mais il y a les textes de Sébastien Ledoux qui sont disponibles. Entre-temps, il a publié un livre en français, et sur les musulmans de France, là il y a un livre en français aussi, je vais en parler tout de suite après, c'est mon collègue au CNRS, Vincent Gesser. Et donc vous voyez, ces ouvrages-là, moi je les ai pilotés, je les ai édités, mais vous y trouvez davantage de résultats de recherche menés par des collègues au CNRS et ailleurs, mais à partir de beaucoup de recherches qui ont été financées justement dans le prolongement de l'appel Attentat Recherche lancé en 2015 par le CNRS, donc, et qui vous donne voilà, des pistes pour aborder différentes thématiques, c'est-à-dire pour reprendre les choses telles que vous les voyez là. L'idée, c'était de faire valoir l'apport de recherche en sciences sociales sur l'impact que peut avoir ce type d'événement à différentes échelles, en repartant du plus proche au plus lointain, quelque part. Donc vous voyez, au centre de l'attaque, par exemple, on a un premier texte par Guillaume de Zecache, que vous pouvez retrouver donc, il y a une première version de son texte que vous pouvez retrouver en ligne sur le site de La Vie des idées. C'est complètement libre accès, gratuit. Les paradoxes de la peur panique. Simplement, dans le livre, c'est une version plus approfondie parce que l'enquête était en cours. Tout ça, c'est des recherches qui faut du temps pour collecter les données, les analyser. Et donc, les textes sont aussi affinés au fur et à mesure que la recherche se développait. Guillaume de Zecache, lui, a travaillé auprès des rescapés du Bataclan. Et il a remis en cause cette idée qu'on a tous pourtant bien ancrée dans notre esprit, que la peur suscite un sauf qui peut, la peur panique suscite un sauf qui peut. Il a pu montrer, alors en prolongeant des études qui avaient déjà été faites, il n'a pas eu cette idée au doigt mouillé. Il y avait déjà eu des travaux sur les rescapés du 11 septembre, je ne sais pas, ceux d'entre vous qui ont connu ces événements, qui s'en souviendraient, si vous avez en tête les images de l'évacuation des tours du World Trade Center avant qu'elles ne s'effondrent le 11 septembre 2001, en fait il n'y a pas eu de cohue, alors que les gens étaient bloqués, les avions avaient percuté les tours, qu'il y avait des incendies, des étages en feu, les ascenseurs évidemment ne fonctionnaient plus, les gens étaient obligés de descendre les tours du World Trade Center par les escaliers, et malgré tout, ils n'étaient pas en train de se taper dessus, de se sauter les uns sur les autres, etc. Ils ont descendu dans le calme, et beaucoup ont péri du coup, parce qu'ils descendaient au rythme où ils pouvaient, c'est-à-dire lentement. Et donc tout de suite s'est posé la question de est-ce qu'ils n'étaient pas conscients du danger, enfin qu'est-ce qui explique qu'il y a eu un tel calme. Bon. Et puis pareil, pour le 7 juillet 2005 à Londres, dans le métro, des témoignages ont rendu compte du fait que les explosions lieu alors que les trains sont dans des tunnels, et là c'est pareil, les gens évacuent dans le calme les uns derrière les autres, c'est pas la panique. Bon, alors que tous, on s'imagine que quand on est en proie à un danger qui est là, la violence terroriste, etc., en fait, c'est sauf qui peut, on se marche les uns sur les autres, etc. Or, c'est pas toujours le cas. Donc, Guillaume de Zecache a repris cette question-là dans le cadre du Bataclan, et il a montré qu'effectivement, au Bataclan, à partir d'une enquête par questionnaire auprès de rescapés, qu'il y avait eu beaucoup d'actions d'entraide, qui depuis ont d'ailleurs été documentées par des documentaires télévisés sur ces questions-là, sur ce qui s'est passé au Bataclan. Beaucoup d'entraide entre les personnes qui étaient là bloquées au Bataclan en même temps que les terroristes. Donc voilà, on commence par cette première recherche-là, et puis ensuite vous voyez, on en a une autre qui s'intéresse à l'impact sur la société de manière plus générale, les personnes qui se sentent endeuillées, avec cette question des mémoriaux que j'évoquais déjà, où c'est ma collègue Maëlle Bazin qui donc signe un chapitre là-dessus. Qu'est-ce qui fait que les riverains viennent sur place, déposer des choses, des messages, et codisent ces messages-là. Et puis ensuite, la question
question de l'impact que ça a sur les journalistes. Je ne crois pas qu'il y ait de journalistes dans la salle, mais si ça vous intéresse, on pourra l'évoquer aussi. Il y a eu beaucoup de recherches là-dessus, sur la façon dont l'impact qu'ont ces événements-là sur les personnes qui ont la responsabilité professionnelle d'en rendre compte. Alors, a fortiori, quand en plus en janvier, les journalistes sont à la fois pris pour cible et en même temps doivent rendre compte de l'événement, ils sont doublement concernés. Et puis ensuite, voilà, les réactions sur Internet, puisque là, les événements de 2015, on est après l'apparition des réseaux sociaux. Donc, on a aussi la question de qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe sur Internet et des écarts qu'il peut y avoir entre la rue et les réseaux sociaux et Internet. L'impact aussi au niveau de la tête de l'État, le sommet de l'État. Il y a récemment eu d'ailleurs une thèse qui a été soutenue par un jeune chercheur sur la façon dont les événements du 13 novembre 2015 ont été gérés par le pouvoir exécutif. Est-ce que ça a été une crise ou pas pour le pouvoir politique? Et puis ensuite, la question de l'opinion publique. Alors là, je vais m'y arrêter un peu plus longuement. Ce travail de mon collègue Vincent Tibéri, qui est assez intéressant parce que donc là, c'est pareil, le texte, vous pouvez le retrouver dans une première version en ligne sur le site de la Ville des Idées. Si ça vous intéresse, allez le lire en entier et d'approfondir cette question-là. Lui aussi livre un résultat qui peut paraître contre-intuitif. Cette idée qu'en fait, alors même que la France a été en proie à une série d'attaques terroristes, islamistes, que ceux de 2015 n'étaient pas les premiers, il y en a déjà eu dans les années 90. En fait, les enquêtes par sondage sur le temps long tendent à montrer, alors qu'en plus on a ce sentiment globalement d'une France qui se radicaliserait à droite, d'une extrême droite qui serait de plus en plus forte, d'une Marine Le Pen qui serait alors aux portes du pouvoir, bon, sauf que là maintenant on ne sait même pas si elle pourrait être candidate à la prochaine élection présidentielle, a priori non, mais en tout cas, donc par ailleurs, à rebours de cette idée reçue qu'on pourrait avoir, en gros, voilà, plus la France est ébranlée par le terrorisme islamiste et plus elle se radicalise à droite, et qui peut faire écho à des exemples qu'on a très directement autour de nous, on se rend compte qu'en tendance, globalement, la France devient de moins en moins xénophobe, de plus en plus tolérante, à la fois vis-à-vis des minorités sexuelles. L'homophobie tend à décliner. On peut avoir des cas d'homophobie en réaction à cette tendance en fait que globalement l'homosexualité est de plus en plus acceptée et qui en fait du coup ces agressions homophobes font précisément scandale, ce qui est en soi révélateur du fait que globalement on ne s'en accommode plus comme on pouvait s'en accommoder il y a une cinquantaine d'années dans ce même pays-là. Et pareil donc vis-à-vis de la différences ethniques et religieuses, une France qui, en fait, globalement, en tendance, se vit de plus en plus comme étant multiculturelle et avec une acceptation des différences, une fois encore, au niveau de l'individu ordinaire et autour de lui. Et ce qui paraît complètement en contraste, donc, avec cette représentation qu'on peut se faire d'une France qui serait au contraire de plus en plus xénophobe. Alors, je ne vais pas là... je l'évoque ici, si ça vous intéresse, on pourra y revenir. Ça pose en gros, évidemment, la question de la représentation qu'on a de nous-mêmes. Et donc là, de la question des médias, ça touche très directement à la question alors de la bulle médiatique que peuvent créer les bulles que peuvent créer les réseaux sociaux, et surtout la question de l'économie du champ médiatique, ce qu'on appelle désormais la valorisation des médias, voilà, avec le fait qu'on puisse avoir une représentation de notre société qui est en complet décalage avec ce qu'elle est réellement et avec ses évolutions, mais ce qui y a deux conséquences pratiques. Une première, c'est la déconnexion aussi entre l'offre politique et ce que la classe politique pense devoir faire pour satisfaire à son électorat. Et donc, en fait, beaucoup de Français qui s'accommodent du fait que, en gros, la classe politique raconte n'importe quoi, que donc du coup finissent par être dans des formes de ressentiment, mais des formes aussi d'indifférence totale, ne plus vouloir voter, le sentiment que ça change rien, que leurs idées ne sont pas représentées par l'offre politique. Bon, ça pose toutes ces questions-là de décalage entre la classe politique, l'offre politique et les citoyens. Et puis, ça pose aussi la question, évidemment, de ce qu'on appelle en sociologie la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'aussi, cette représentation médiatique qu'on peut avoir de notre société, de son évolution, toute biaisée qu'elle puisse avoir, le fait qu'un certain nombre de personnes y croient, finit par produire des effets réels. Voilà, c'est ça, la prophétie autoréalisatrice. Donc bon, ça ouvre à ces questions-là, mais en tout cas, vous voyez, là, la recherche en sciences sociales a cet intérêt de pouvoir... alors certains, des fois, disent, bah oui, évidemment, on sait bien que ça, c'est des foutaises, est-ce que, voilà, nous, on voit bien au quotidien autour de nous que oui, effectivement, les gens, ils n'en ont rien à faire de ces questions-là. Et donc, de ce point de vue-là, on donne l'impression de rappeler des évidences. Mais en même temps, ça permet de
de prendre du recul aussi par rapport à cette chose qui est présentée comme évidente dans la sphère médiatique, selon laquelle la France serait de plus en plus xénophobe et d'extrême droite. Ça pose évidemment la question donc, du traitement médiatique, je l'évoque là aussi, il y a eu tout plein de travaux là-dessus. Dans le livre Face aux attentats, donc, il y a ce chapitre par mes collègues Claire Secaille et Pierre Lefébure, avec lesquels donc, on a aussi, ça aussi c'est en libre accès, c'est pour ça je vous ai mis des ressources autant que possible en fonction de vos intérêts aux uns et aux autres si vous voulez aller voir, un document de travail qui présente les résultats d'une recherche qu'on avait menée donc, avec eux, enfin que j'ai menée moi pardon, avec Claire et Pierre, sur cette question du traitement médiatique des événements terroristes, et notamment de la façon dont, de la réception, parce que c'est le plus difficile. Il y a deux versants à la sociologie des médias, la sociologie de la production des médias, le travail des journalistes, mais il y a aussi le versant de la réception, à la fois comment, si vous voulez, quand il y a un reportage télévisé sur un attentat, comment celui-ci est produit, avec quelles arrière-pensées, pourquoi est-ce qu'on traite de telles questions plutôt qu'une autre, qu'en pensent les journalistes eux-mêmes. Bon, voilà. Des fois, ils ne sont pas dupes du fait qu'on leur demande de prendre un angle et de traiter un événement sous une question, dans une perspective, alors qu'en fait, celle-ci, sur le terrain, ça s'avère pas très pertinente, mais la division du travail fait que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais ensuite, il y a aussi la question de comment les gens prennent ça. C'est sur le cas de CNews, pour continuer sur la polarisation des médias, il y a tout un débat pour savoir, en fait, est-ce que les gens prennent pour parole d'évangile et en fait intègrent très directement ce qu'ils entendent à la télévision et donc sur une chaîne comme sur CNews, ou est-ce qu'il n'y a pas des usages aussi critiques en fait de ce que les gens voient à la télévision. Et donc, en tout cas, pour ce qui est de comprendre l'impact social des attentats, cette question-là, elle est indispensable, puisqu'en fait, ce à quoi une société réagit quand elle réagit à un attentat, c'est ce qu'elle en perçoit au travers des médias. C'est-à-dire qu'il faut se représenter tout simplement que quand on n'est pas soi-même directement victime, qu'on ne connaît pas les victimes, qu'on n'est pas riverain des endroits où ça a eu lieu, en fait, ce à quoi on réagit, c'est ce qu'on perçoit de l'événement au travers des médias. Ce qui veut dire que tout simplement, selon si les médias en parlent plus ou moins, selon les images que les médias nous montrent de l'événement terroriste, selon les termes qui sont employés pour qualifier l'événement, on n'y réagit pas de la même manière. Il y a un résultat bien documenté, qui est qu'une attaque terroriste, dès lors qu'elle est considérée comme étant islamiste, en Occident, donne lieu à une surmédiatisation qui interroge les journalistes eux-mêmes par rapport à n'importe quelle autre forme de terrorisme. Et une attaque au véhicule bélier, dans une société occidentale, tout de suite la question va se poser, ou une tuerie de masse à l'arme à feu, la question va tout de suite se poser pour le journaliste de savoir si c'est terroriste ou pas. Or, souvent, c'est au bout d'une longue enquête en fait, qu'on sait si c'est terroriste ou pas, on ne peut pas le savoir immédiatement, donc on se tourne dans ces moments-là auprès des pouvoirs publics, du pouvoir exécutif, et en fait, selon les premiers éléments de l'enquête, selon quelle est la piste, voilà, est-ce que c'est un déséquilibré, est-ce que c'est un terroriste d'extrême droite, est-ce que c'est un islamiste, en fonction de ça, les médias vont décider d'accorder plus ou moins de place à l'événement. Le même événement, selon si on considère qu'il est terroriste ou pas, va se retrouver à être plus ou moins couvert par les médias. Et donc souvent, un événement qui commence, une tuerie qui commence par faire parler d'elle, très vite, quand on nous dit qu'en fait elle est le fait d'un déséquilibré et pas d'un terroriste, pouf, elle disparaît des médias et puis on l'oublie. Vous l'oubliez, je l'oublie moi aussi. Alors qu'inversement, si on apprend que la personne a crié Allahu Akbar en même temps qu'elle tirait sur les gens, là on se met à en parler beaucoup. Et donc ça alimente une émotion populaire et ça alimente une réaction, ça crée un impact que l'événement n'aurait pas autrement. Et donc ce qui fait par exemple les attentats de Toulouse et Montauban. Ce qu'on nous avait en tête, là, si je vous dis Toulouse-Montauban, peut-être que ça ne fait pas tout de suite tilt, 2012, Mohamed Merah. En fait, la plupart des gens ont en tête, cette étude le montre, les gens, en fait, se souviennent pas forcément de Toulouse-Montauban, ils se souviennent de Mohamed Merah. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on n'a pas parlé d'attentat. À l'époque, il faut une dizaine de jours. Au moment où, en fait, on trouve Mohamed Merah, c'est au moment de l'assaut que là on se met à requalifier ce qui s'est passé en termes d'attaque terroriste, de terrorisme, mais parce qu'en fait c'est la première fois qu'on a un terroriste solitaire à l'arme à feu, on est en 2012, on est loin, la France n'a pas connu d'attentat sur son territoire depuis longtemps, et puis en fait au départ on comprend pas, en fait on parle d'un tueur au scooter, l'affaire du tueur au scooter, c'est des attaques ciblées contre des militaires, contre une école juive, donc on comprend pas trop ce qui se passe, et c'est qu'à posteriori qu'on requalifie les choses. Et aujourd'hui, si vous faites la recherche sur Internet, vous verrez que en fait, vous trouvez assez peu de photos. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les bases de données des agences photographiques de l'époque, toutes les photos liées à ces événements, elles sont codées sous tuerie, Toulouse, Montauban, tueur au scooter, etc. Elles ne sont pas codées sous attentat. Donc, si vous tapez attentat Toulouse, Montauban, vous trouvez très peu de choses. Bon. Ce qui fait que les gens ne s'en souviennent pas forcément comme d'un attentat terroriste. Par contre, ils se souviennent de l'affaire Merah parce qu'à l'époque, en fait, les médias tournent en boucle sur qui est ce Merah, qu'est-ce qu'il nous veut, qu'est-ce que c'est, etc.
Et donc ça, la façon dont l'événement est traité dans les premiers instants, vraiment marque un point de départ qui pèse vraiment de manière importante sur la suite du processus. Alors je passe rapidement, pour ceux que ça intéresserait, sur voilà, les réseaux sociaux, qui ne changent pas fondamentalement la nature du processus de réaction à l'attentat, mais qui par contre l'accélère. C'est-à-dire que, donc là, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir, ça c'est un petit article que j'avais publié. Là aussi, c'est en libre accès en ligne, c'est pour ça que je vous le signale, sur le rôle de Twitter dans les réactions aux attentats de 2015, là en l'occurrence le 13 novembre. Ça accélère le processus au sens où tout simplement, au moment du 11 septembre 2001, le slogan « Nous sommes tous américains, nous sommes tous new-yorkais », il lui faut 48 heures pour émerger. Il émerge à la faveur d'un éditorial dans le journal Le Monde, voilà, alors qu'avec les réseaux sociaux en 2007, le slogan qui émerge et qu'on a retenu, c'est « Je suis Charlie », et il émerge dans les heures qui suivent, hein, vraiment quelques heures après les événements. Et quand le lendemain, Libération titre « Nous sommes tous Charlie », le média de masse, les journalistes sont déjà, si vous voulez, à la traîne derrière la réaction de l'individu ordinaire qui, sur les réseaux sociaux, publie « Je suis Charlie » et se réapproprie de manière virale « Je suis Charlie ». Et ce qu'on a retenu, du coup, c'est pas « Je suis Charlie », c'est pas « Nous sommes tous Charlie », c'est « Je suis Charlie ». Et ça, c'est un effet des réseaux sociaux qui, donc, une fois encore, ne change pas grand-chose à la nature même du processus de réaction, c'est-à-dire qu'il y a une attaque qui fait événement et qui fait que donc une réaction de solidarité s'organise, mais par contre elle l'accélère et elle fait que les médias se trouvent n'ont plus exactement le rôle aussi central qu'ils pouvaient avoir au départ dans la mise en forme de cette réaction-là. Dans les autres études qui ont été menées ces dernières années, il y en a eu, alors vous voyez, jusqu'à présent, je vous ai parlé de recherches qui portent sur, on pourrait dire, la réaction de la population majoritaire, de la société en général, et puis se sont développées aussi, donc je les évoque ici, là aussi par rapport à ce qui pourrait être vos intérêts spécifiques aux uns et aux autres, des études plus spécifiques sur des sous-groupes. Et donc évidemment, qui dit attentat islamiste, dit réaction, impact de ces événements sur les musulmans. Quand j'évoquais tout à l'heure mon tableau avec les différentes manières de réagir à un attentat qui mettent en cause un sentiment de commune appartenance, il y a évidemment des réactions aux attentats islamistes en tant que musulmans. Et de gens qui réagissent en tant que musulmans pour dire mais voilà, je me sens choqué comme tout un chacun, mais encore plus parce que je suis musulman, que ces terroristes agissent au nom de ma religion et je veux rappeler que le message de la religion, c'est pas ça. Donc ça apparaît très clairement dans ce sur quoi moi j'ai travaillé prioritairement, ces messages adressés aux victimes. Après, quand avec d'autres types d'enquêtes, donc comme l'ont fait mes collègues, on va enquêter auprès des musulmans en faisant des entretiens avec eux, en les accompagnant dans leurs activités associatives, etc. On a ce travail que je vous recommande vraiment si ça vous intéresse, sur la façon dont les musulmans de France ont vécu toute la séquence 2015-2016, et qui montre alors deux choses. La première, qui n'est pas rien, c'est que en fait, les musulmans de France ont vécu ces événements comme n'importe quel autre Français. C'est-à-dire qu'en fait, là aussi, ça peut vous paraître un peu... Mais en fait, l'enquête auprès des musulmans de France a abouti à mettre en exergue les mêmes facteurs de concernement vis-à-vis de ces événements-là que ceux que moi j'avais mis en exergue dans mon livre Sidération. C'est écrit noir sur blanc dans le livre. Ils disent voilà, en fait, quand on va enquêter auprès des musulmans de France, on retrouve tous les mêmes, cette même typologie. On peut se sentir concerné en tant que Parisien, en tant que Français. On peut avoir aussi des raisons personnelles de se sentir concerné. En fait, le processus est le même que pour des gens qui ne sont pas musulmans. Voilà. Donc on ne saurait mieux montrer que les musulmans de France réagissent d'abord en tant que Français, en tant qu'ils sont partie prenante de cette société qui est frappée en 2015-2016. Mais ensuite, deuxième facteur, il y a quand même aussi une dimension évidemment qui leur est propre et qui tient là par contre au discours médiatique qui est porté, un discours stigmatisant qui fait que cette grande injonction paradoxale qui fait que dans un pays, la France, où on ne cesse de demander aux musulmans de se rendre invisibles, mais d'une manière générale pas qu'aux musulmans, les différences religieuses n'ont pas de droit de citer, donc il y a un impératif d'invisibilisation. Tout d'un coup, on leur demande de se désolidariser des terroristes explicitement en tant que musulmans. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, au moment du 11 janvier 2015, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce débat sur qui va manifester, qui est Charlie, tout d'un coup, on proteste, certains, dans les médias,
se plaignent de ne pas voir assez de femmes voilées dans la manifestation. C'est bien la première fois où on s'est plaint de ne pas voir assez de femmes voilées ou de musulmans d'apparence dans des cortèges. Voilà, et c'était pris comme un symbole du fait qu'ils n'étaient pas assez solidaires des victimes et qu'ils étaient donc a priori plus ou moins complices, si ce n'est passivement, des terroristes. Donc ça, c'est évidemment très douloureusement vécu, parce qu'en fait, quoi que vous fassiez, vous ayez tort. En fait, vous mettez pas votre voile, vous avez tort. Vous le mettez, vous avez tort quand même. Et puis voilà, ce sentiment que, en fait, parce que vous êtes musulman, on prend pour argent comptant le discours des terroristes qui attaquent au nom de votre religion, et que donc ça impliquerait que vous deviez forcément vous désolidariser en tant que musulman. C'est effectivement assez douloureusement vécu, quand déjà vous êtes choqué comme tout à chacun par l'événement en tant que citoyen français. Puisque là, on parle de musulmans de France, c'est-à-dire y compris, évidemment, de musulmans qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui se sentent pleinement français. Et alors, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'étude, donc dans ce livre, Grand Ensemble, qui porte donc sur les quartiers populaires, avec, à partir plus précisément du cas de la ville de Grigny. On retrouve un peu ces mêmes résultats-là. Je vous avais juste mis ça avant pour vous juste resituer aussi par rapport au 11 septembre, parce que cette idée qu'on a avec mon collègue Fabien Truong d'aller enquêter dans les quartiers populaires après 2015, donc vous voyez, moi je m'engage en plusieurs choses à la fois et à chaque fois en collaboration avec des collègues, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, et c'est ce qui m'intéresse aussi, de multiplier les approches grâce aux collaborations. Elle part de ces études aussi qui ont pu être faites après le 11 septembre, où là, je vous le dis en un mot, à partir de ces deux livres-là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que, à rebours d'une idée qui voudrait que le 11 septembre 2001, donc attaque à Washington et puis à New York, mais à New York particulièrement destructrice, avec les tours du World Trade Center qui sont donc touchés, puis qui s'effondrent, qui fait qu'on a un charnier qui va devenir ensuite un chantier de reconstruction pendant les années de 9 hectares au milieu de Manhattan qui est créé. Cette idée que c'est forcément un événement traumatique pour la ville en tant que telle, pour les New-Yorkais, voyez. Avec là encore une vision du coup assez globalisante de l'événement et de la communauté frappée des New-Yorkais, qui nie complètement le fait qu'il puisse y avoir des différences sociales entre les individus au sein de cette communauté new-yorkaise. Alors j'ai besoin de vous faire un tableau sur le fait qu'il y a peu de villes avec plus d'inégalités au sein de ses habitants qu'une ville comme New York. Et donc, ce qui est assez intéressant, qui est un résultat, je dirais, assez fondateur, c'est le résultat de ces travaux-là. Gregory Smith Simon, lui, avait en fait a enquêté auprès du quartier de Battery Park City, qui est le quartier qui est vraiment à la pointe de Manhattan, qui donne sur, qui a vue vers l'Atlantique, et qui est le quartier vraiment le plus près du World Trade Center. Donc on pourrait imaginer que c'est le quartier le plus durement impacté. En fait, les tours se sont effondrées, c'est des gens qui ont dû évacuer leurs immeubles parce que voilà, ils ont été structurellement endommagés par l'effondrement des tours, tout leur quartier a été recouvert par les débris. Mais en même temps, c'est le quartier en fait le plus cher de Manhattan. C'est là où vivaient les traders à l'époque. C'est un ghetto à riches fondamentalement. Et il montre qu'en fait, les habitants de ces quartiers ont finalement été moins traumatisés, ont mieux vécu les événements du 11 septembre, les ont moins mal, si vous préférez, parce qu'ils en avaient tout simplement les ressources économiques. C'est-à-dire qu'ils ont dû quitter leur appartement, mais ils ont pu aller s'installer ailleurs. C'était pas si mal, le temps de revenir. Ils ont pu payer les psychothérapies. Il y a tout plein de facteurs liés à leur position sociale, à leur revenu économique, qui fait que l'événement, ils l'ont plutôt pas trop mal encaissé, tandis que, et ça on le retrouve dans l'ouvrage d'à côté, d'autres études monographiques comme ça menées auprès d'autres communautés new-yorkaises, les chauffeurs de taxi pakistanais, les travailleurs de Chinatown, des quartiers populaires beaucoup plus distants de la pointe de Manhattan et du World Trade Center, comme le Queens, le Bronx, etc., ont pu beaucoup plus difficilement le vivre. Voilà, parce que là, on a des populations qui se sont retrouvées à subir un backlash, qui ont été... faut vous imaginer, les chauffeurs de taxi pakistanais, qui n'ont quand même vraiment rien à voir avec les terroristes du 11 septembre, mais qui portent un turban et qui tout d'un coup se retrouvent à être en proie à des agressions racistes liées aux événements et qui, pour le coup, ont une dimension traumatique pour eux. Et qui, eux, n'ont pas les moyens économiques du tout de payer un psychologue pour y faire face. Et donc, en fait, on se rend compte paradoxalement que, d'abord, le ressenti, l'impact de l'événement à l'échelle de la ville n'est pas du tout le même pour tous les habitants, et qu'il n'est pas forcément le plus douloureux pour ceux qui habitent et qui travaillent au plus près des événements, des lieux frappés. Et donc, pour revenir au cas français, à Grigny, mais on l'a déjà évoqué, donc je n'y reviens que là aussi rapidement. Je suis désolé si j'apparais peut-être un peu superficiel mais l'idée était de vous donner une fois encore un panorama de manière à ce qu'après on puisse, en rebondissant sur la discussion, revenir sur tel et tel point en fonction de vos intérêts.
À Grigny, ce qu'on a pu montrer, c'est aussi le fait que, et il fallait, je pense, aller sur place, enquêter pour s'en rendre compte que là aussi, à rebours de tout un discours qu'on a pu entendre à l'époque sur l'absence des quartiers populaires dans les réactions aux attentats, ces quartiers ont aussi, d'abord, premier résultat, les habitants de ces quartiers ont été touchés eux aussi, ont été concernés eux aussi par ces événements-là, les ont douloureusement vécus. Là aussi, ça ne s'invente pas, on ouvre le livre là-dessus. La tante de Clarissa Jean-Philippe, donc la policière tuée à Montrouge par Amélie Coulibaly, se trouvait habiter à Grigny à l'époque. Et elle apprend donc, que sa nièce a été tuée, elle reçoit un coup de fil qui le lui apprend, alors qu'elle participe à une réunion d'un collectif d'habitants qui s'organise au lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo. On est le 8 janvier au soir. Bon. Et donc, quelques heures après, on va apprendre que celui qui l'a tué, Amélie Coulibaly, est un enfant de la ville. Bon, ça vous plonge tout de suite, on ne peut pas l'inventer, hein, dans la tension proprement dramatique du vécu de ces événements-là dans une ville comme Grigny. Donc, on a à Grigny aussi des gens qui sont Charlie. On a aussi à Grigny, il n'y a pas que des jeunes à capuche qui s'adonnent au trafic de drogue. Il y a aussi des retraités de l'éducation nationale qui ont été abonnés à Charlie Hebdo, qui écoutaient Bernard Maris à France Inter et qui sont donc d'abord sidérés, comme tout plein d'autres qui n'habitent pas à Grigny, dans le pays le 7 janvier 2015. Et puis ensuite, par contre, cette sidération qui est partagée, elle se voit redoublée dans une ville comme Grigny par un discours médiatique stigmatisant qui, d'une part, refuse, invisibilise, si vous voulez, la place des habitants de ces quartiers populaires dans la communauté de deuil, voilà, avec cette idée qu'en fait, petite musique qui s'installe, qui sait qu'ils ne seraient pas solidaires ou moins que les autres, etc. Et qui va avec le fait qu'on présente comme une sorte d'évidence que l'un des terroristes, Amélie Coulibaly, soit issu d'une ville comme Grigny, et que ça traduit voilà, des formes de lâcheté des élus, de compromission, etc. Et donc, y compris des travailleurs sociaux, des gens qui sont amenés à intervenir dans ces quartiers-là, et qui font que le choc, il est ressenti au carré. Parce que c'est pas, ce discours stigmatisant, il n'est pas nouveau sur une ville comme Grigny, sur les villes de banlieue. Il y a déjà du passif, un passif qui est lourd, et donc là, il est redoublé, et ça rend les événements d'autant plus douloureux. C'est pour ça que notre livre, vous voyez, il s'intitule Violence, enfin, le sous-titre, c'est violence, solidarité et ressentiment dans les quartiers populaires, parce que donc il y a la violence, et le point de départ du livre, c'est la violence terroriste, mais après on la met en rapport avec la violence structurelle qu'on a à subir dans ces quartiers-là. La solidarité, vous voyez, on en a parlé. On se rend compte que, alors, de la même manière que le collectif qui fait que cette conférence a lieu s'est créé en 2015, nous, ce qui fait qu'on arrive à Grigny, c'est qu'un collectif se crée, et dans le livre, on l'appelle Ensemble citoyen. Concrètement, dans ce contexte de 2015, oui, qui crée un contexte de crise, il y a eu beaucoup comme ça d'initiatives autour de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et à Grigny, c'est concrètement ça qui se passe. Des gens qui sont engagés dans différentes sphères associatives, sur différents fronts, se disent à ce moment-là, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et ça va donc être cette initiative consistant à créer des murs de parole pour permettre aux habitants de dire ce qu'ils ont sur le cœur. Et puis, c'est comme ça qu'on les rencontre, parce qu'après, ce collectif fait appel à des sociologues pour les aider à rendre compte à analyser ces murs de parole, ces messages qu'ils ont recueillis et qui sont bien plus nombreux que ce qu'ils imaginaient. Ils sont un peu dépassés par tout ça. Et donc, nous, on se rend compte très vite que cette solidarité-là qui se manifeste dans la réaction aux attentats, elle s'appuie aussi sur des formes d'entraide et de solidarité qui se sont forgées au quotidien dans ces quartiers-là face à la violence structurelle avec laquelle on vit dans ces quartiers-là. Et donc ressentiment, parce que fondamentalement, on a complètement acté que cette réalité-là, elle passe sous les radars, que les discours médiatiques pendant ce temps-là se figent dans une représentation stigmatisante de ces quartiers, et que malheureusement, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il faut vivre avec, et c'est comme ça. Donc voilà, le livre met en perspective ces choses-là. Dernière, je l'évoquais aussi sur les derniers cas d'études un peu spécifiques sur l'école. Je l'ai déjà évoqué, donc là je vous le montre. Il y a à la fois le travail d'Emmanuel Saint-Fucien qui, lui, s'est vraiment arrêté sur janvier et novembre 2015. Il n'a pas... La différence, si vous voulez, avec les deux enquêtes se complètent beaucoup, mais en plus, vous le voyez dans le sous-titre, Une école sous le choc, l'enquête d'Ismaïl Ferrat et Sébastien Ledoux, elle, vous voyez le sous-titre, Le monde enseignant après l'assassinat de Samuel Paty. Elle prend en compte le contexte qui précède 2015, mais elle inclut aussi ce qui s'est passé avec 2020, avec là aussi cette dimension assez tragique qui fait que les enseignants d'histoire-géographie, ayant été un peu au cœur de la réponse qu'on a voulu apporter, que les pouvoirs publics ont voulu apporter aux attentats de janvier et novembre 2015 sur le plan scolaire, se sont retrouvés ensuite directement pris pour cible. Et ce qui
Donc du coup, vous donne aussi des pistes pour mettre en perspective ce que depuis on a pu vivre à Arras. Et là aussi, ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'un attentat qu'on a pu, nous, globalement, aujourd'hui oublier, comme celui de Magnanville, où un couple de policiers est tué à son domicile. C'est un attentat qu'aujourd'hui, quand on interroge les gens pour savoir quels sont les attentats qui les ont le plus marqués depuis les années 2000, la plupart des gens ont oublié Magnanville. Ils vont citer le 11 septembre 2015, éventuellement Nice. Mais Magnanville, si vous avez des policiers dans votre famille, si vous êtes vous-même policier, ça vous a beaucoup marqué. Pareil pour... alors on pourrait évoquer Nice aussi, on pourrait y revenir, parce qu'en 2016, même s'il y a déjà plusieurs dizaines de morts aussi à Nice, il y a déjà ce discours de la part de journalistes parisiens. Moi, c'est les questions qu'on me pose à l'époque, sur le cas-là, on se sent moins concerné, ça nous touche moins, etc. Je fais, oui, peut-être, parce que vous connaissez personne dans les Alpes-Maritimes, ni à Nice, alors qu'inversement, vous êtes journaliste, que j'en dis, ça vous a déjà beaucoup concerné, que vous habitez certainement dans les quartiers qui ont été frappés en novembre, les 10e et 11e arrondissements, de sorte que vous avez été plus concerné par ces événements-là que ceux de 2016. Mais du coup, pour Arras, c'est malheureusement un peu la même chose. Autant Samuel Paty a pu marquer, parce que comme Charlie Hebdo, c'était une première, autant depuis, en fait, si vous n'êtes pas vous-même enseignant, si vous n'avez pas des proches qui le sont, si vous connaissez personne dans les Hauts-de-France, si vous ne savez pas où c'est trop Arras sur la carte de France, etc., en fait, 2 ans après, on se rend compte que c'est aussi des choses que pas mal de gens ont pu oublier. Alors, juste pour finir justement sur cette question de la temporalité, ça, je vous l'ai mis là pour vous expliquer. C'est aussi quelque chose que j'ai déjà évoqué. Le point de départ en fait de ces études, il n'y avait rien il y a une vingtaine d'années sur la question de l'impact social des attentats. Et ça, c'est vraiment un article qui aujourd'hui apparaît rétrospectivement comme fondateur d'un sociologue américain, aujourd'hui retraité, Randall Collins, qui est le premier à avoir mis en évidence le fait qu'il y a différentes phases dans une réaction après une attaque terroriste. Donc je l'ai évoqué tout à l'heure. En gros, un attentat qui fait événement, ça provoque quelques heures, jours de pure sidération, on se demande ce qui se passe, ou c'est un peu le chaos. Puis ensuite, on a 1 à 2 semaines d'organisation d'une réaction collective, d'un mouvement de solidarité, avant qu'on en vienne ensuite à ce que Randall Collins appelle 2 ou 3 mois d'un plateau de solidarité, qui peut aussi être une phase d'hystérie pour la société, c'est-à-dire une période où on ne parle que de ça, on est focalisé là-dessus, et où du coup vous pouvez aussi avoir du coup des individus un peu déséquilibrés qui essayent de copier l'attentat. Vous pouvez avoir aussi des fausses alertes. Vous pouvez avoir aussi des actes en représailles quand c'est un attentat islamiste, des attaques qui sont islamophobes. Et donc ça, c'est une période assez dangereuse, où il faut faire attention à ce qu'on dit quand on est journaliste, quand on est homme politique, etc. Et puis ensuite, passer cette période-là, il y a toujours un moment où on finit par un peu passer à autre chose, à tourner la page. Si vous voulez, le texte de Randall Collins, il est en anglais, il est très long, mais par contre, j'en ai fait une transposition dans le cas français, et où j'illustre ce que je viens de décrire, là, ces différentes phases, par ce qui s'est passé en France, aussi bien en 2015 qu'en 2016. Et, je vous invite à aller télécharger ce texte-là, qui avait été publié précisément par le Musée mémorial du terrorisme, parce qu'on ne l'a pas dit, mais j'ai aussi été conseiller recherche du groupement d'intérêt public qui a vocation à créer un musée mémorial du terrorisme, qui doit ouvrir à Suresnes en 2027. J'ai été, donc ce groupement d'intérêt public, il associe le CNRS, et donc le CNRS m'a mis à disposition à temps partiel pendant 3 ans, en tant que conseiller recherche de cette équipe-là. Et donc précisément, en réaction à l'attentat d'Arras, on avait publié, on avait mis en accès libre ce texte que vous pourrez aller voir si ça vous intéresse, où je remets en perspective un certain nombre de choses, comme la polémique sur le Burkini, par exemple, par rapport à ce contexte d'hystérie post-attentat. Et je pourrais vous communiquer aussi, ça c'est une des dernières interviews que j'ai donné au journal La Croix. Je vous l'ai juste mis là, alors je ne sais pas si on arrive à le lire, mais parce que voilà, en fait l'idée, les attentats ont ébranlé la France comme aucun autre pays européen. Pourquoi ? À cause de la répétition. Parce que du coup, une question qu'on me pose souvent, on pourra y revenir, c'est la question de la répétition. Là, vous voyez la phrase qui a été mise en gras au milieu, c'est au bout de 9 à 10 mois, en général, on commence à tourner la page. Or, en 2015, 10 mois après les attentats de janvier, c'est le 13 novembre. C'est ce qui rend la situation, ce qu'on a vécu en 2015-2016 particulièrement... c'est vraiment quelque chose qui était quasiment du jamais vu. Tout ce que j'ai évoqué jusqu'à présent, c'est des attentats de masse qui font événement, mais voilà, le 11 septembre 2001, il n'y a pas eu un équivalent dans les 10 mois qui ont suivi. Le 11 mars 2004, c'était pareil, etc.
Là, nous, on a connu un truc qui était janvier 2015, qui fait descendre des millions de gens dans les rues. Au moment même où on commence un peu à en sortir, à tourner la page, à parler, à penser un peu à autre chose, on se prend le 13 novembre 2015. Et à peine on sort du 13 novembre 2015, de cette séquence-là, etc., je vous dis, moi-même, j'arrive en vacances à Nice le 14 juillet 2016, et boum, on se reprend Nice. Alors oui, Nice, c'est pas Paris, donc, mais en termes de temporalité, il y a eu cette accumulation-là, qui fait que du coup, la question de savoir à partir de quand est-ce qu'on est revenu à la normale. Bon. Et après, il y en a encore eu d'autres, alors qui n'ont pas fait autant de morts et qui n'avaient plus lieu à Paris, mais il y en a encore eu d'autres à l'échelle du pays. Et ça, c'est des questions qui restent complètement ouvertes. Mais en tout cas, du coup, en mettant ces choses-là bout à bout, ce qui est sûr, c'est que vraiment, la France a été ébranlée par les attentats comme aucun autre pays européen dans un passé récent. Voilà, il n'y a pas d'équivalent connu, et même en Occident. Du coup, ça pose. Alors ça, c'est des questions, je vous dis, qui restent complètement ouvertes, qui font aussi l'objet d'investigations. Je l'évoque là, dans le cadre d'un programme de recherche transdisciplinaire, le terme est un peu pompeux, qui a été lancé dès début 2016 dans le contexte de cet appel que j'évoquais du président du CNRS, l'appel Attentat Recherche, qui lui vise à étudier. Ça fait 10 ans en fait qu'on interroge, c'est des entretiens filmés qui intègrent le patrimoine de l'INA. Et donc qui ont vocation ensuite à être accessibles aussi, qui peuvent servir de support pédagogique. C'est pour la recherche, c'est pour l'enseignement. Ça sera au musée mémorial du terrorisme aussi. Certains extraits d'entretien seront exposés, qui donc voilà font que depuis 10 ans, on réinterroge à intervalles réguliers avec la même grille d'entretien des personnes sur leurs souvenirs des attentats. Du 13 novembre 2015, oui, mais en fait, ça brasse tout le reste avec, parce qu'en 10 ans, il s'en est passé des choses. Donc en 2016, par exemple, quand on fait la première vague d'entretien, les gens nous parlent aussi de Nice. Donc ça nous permet aussi d'étudier ça, ce qu'il en est sur le long terme, de cet impact cumulé de ces différents attentats. Et puis aussi avec cette différence, cette question du rapport social aux attentats. Dans le cadre de ce programme, on a un partenariat avec le CREDOC, où il y a une enquête par questionnaire auprès de l'ensemble de la population française, régulièrement aussi, là, depuis 10 ans, et qui permet aussi d'un peu objectiver ce que ça a fait, le fait que tout d'un coup en France, on soit passé l'attentat qui avait lieu à Paris, en gros, globalement. Vous savez, moi je le raconte dans Sidération, les attentats d'Al-Qaïda dans les années 2000, il y a globalement ce sentiment, par-delà le discours selon lequel on s'en prend à la capitale, on est tous concernés par New York, par Madrid, etc. En fait, quand on voit déjà à l'époque, des journalistes des fois font des reportages en région, et en fait, notamment à Londres en juillet 2005, ça choque un peu les journalistes de se rendre compte que quand ils vont dans la campagne anglaise, les gens disent oui, on est triste, machin, mais enfin on n'est pas très inquiet. Puis bon, voilà, c'est des trucs qui arrivent dans les villes. Vous savez, nous ici à la campagne, voilà, ça arrive à Madrid, ça arrive à New York, ça arrive à Londres, mais ça risque pas de nous arriver ici, quoi. Et donc en France, on a longtemps vécu un peu là-dedans aussi. Les attentats des années 80-90, c'est essentiellement à Péry, rue de Rennes, rue Copernic, attentats à métro, Port-Royal, Saint-Michel, etc. Il se passe un truc ensuite avec 2016, quoi. Magnanville, Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, le prêtre qui est Jacques Hamel qui est tué dans son église, Nice. Et puis voilà, depuis Arras, Strasbourg, je ne vous fais pas toute la liste. Mais donc il y a à la fois la répétition et puis aussi le fait que les attaques, tout d'un coup, elles n'ont plus lieu que dans les capitales. Qu'est-ce que ça change du coup dans notre rapport au terrorisme et notre rapport à ces événements-là? Voilà. Ça aussi, ça reste une question qui est ouverte pour la recherche aujourd'hui. Il y a aussi eu des recherches sur la question des procès. Là, on a passé la vague des différents procès. Ça fait partie du processus, en fait. Le fait que des procès puissent se tenir. Moi, j'ai pas directement travaillé dessus, mais donc des collègues l'ont fait. On peut pas tout faire, une fois encore, et c'est des recherches qui se font collectivement. Et donc, en tout cas, dans ce processus mémoriel sur le long terme, le fait qu'il puisse y avoir des procès est essentiel dans le fait de pouvoir collectivement, en tant que société, tourner la page. Et y compris pour les victimes. Je ne sais pas si vous le savez, mais de la même manière que des collectifs de citoyens qui naissent à la suite d'événements de ce type, des crises que créent des événements de ce type, souvent, au bout de quelques années, finissent par péricliter, disparaître. Le collectif qui nous fait arriver à Grigny, on raconte comment, en fait, voilà, au bout de 2 ans, il existe, de fait, il cesse ses activités. C'est assez normal parce qu'en fait, c'est lié à cette temporalité que j'évoquais. Voilà, il y a une onde de choc qui dure quelques mois, et puis finalement, au bout d'un an, on repasse tous un peu à autre chose, même si on reste marqué par ce qu'on a vécu. Donc les mobilisations qui se créent dans ce contexte-là, généralement, ça finit par péricliter. Et les associations de victimes, des fois,
à l'inverse, on s'imagine qu'une fois qu'elles ont été créées, elles ont vocation à toujours exister. Mais c'est pareil, en fait. Dans le cas d'une association qui s'est créée après le 13 novembre 2015, Life for Paris, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais elle est en train de préparer sa dissolution. Là. Elle considère que le procès ayant passé et 10 ans s'étant écoulés, elle n'a pas vocation à continuer à exister. Et que donc voilà, elle s'était créée au départ pour permettre aux rescapés du Bataclan et des autres sites frappés de s'entraider, notamment dans leur démarche vis-à-vis de l'administration pour obtenir leur indemnisation, ensuite pour pouvoir se porter partie civile pendant le procès, etc. Maintenant que tout ça est passé, est clos, l'association a vocation à disparaître. Elle est en train d'organiser le versement de ses archives, d'ailleurs, au musée mémorial du terrorisme. Et puis, donc voilà, le fait qu'il y ait eu un procès aide à ce qu'on tourne la page et à ce que ces événements finissent par vraiment appartenir au passé. Le musée mémorial du terrorisme, je l'avais mis là, mais alors je vous avais juste mis avant, j'ai passé vite, mais c'est pareil, c'est parce que vous pouvez le trouver en accès sur Internet, un texte issu de ce collectif de chercheurs qui a travaillé spécifiquement sur la place des victimes dans ces procès antiterroristes. Voilà, si ça vous intéresse, il y a ça aussi comme ressource disponible. Le musée mémorial du terrorisme, j'en redis pas parce que là, il se fait tard, il est temps que j'arrête de parler pour qu'on puisse échanger. Mais si ça vous intéresse, on pourra y revenir. Voilà, il existe, il est en cours et j'y ai participé. Et puis ensuite, pour finir, voilà, simplement, pendant ces 10 années de travail pour moi, il y a aussi eu, je l'ai évoqué, ce manuel scolaire. Et donc voilà, je vous l'ai mis là pour finir, pour que vous puissiez voir en quoi ça consiste, sa couverture, et puis ce chapitre qui propose une séquence pédagogique, alors destinée au départ à des élèves de CM1, CM2, 6e, mais dont je vous dis, on m'a rapporté qu'en fait, elle avait pu servir aussi en étant transposée pour traiter de ces questions-là avec des gens beaucoup plus âgés. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe et n'hésitez pas à me le signaler si ça vous intéresse. Merci pour votre attention et au plaisir de répondre à vos questions. On va faire circuler les micros. Attendez bien d'avoir le micro avant de poser votre question parce que c'est enregistré. Merci. Donc, bonjour. Alors, Monsieur Dramé, en fait, je suis du département du Nord. Moi, j'avais juste une question par rapport en fait aux conséquences des actes terroristes. Vous ne faites pas le lien entre ces actes terroristes, en fait, et aujourd'hui le basculement supposé, en tout cas de la société française, vers un extrémisme de droite notamment, en tout cas. Mais sur quoi vous vous appuyez justement pour le dire aujourd'hui? Alors oui, merci de revenir là-dessus parce qu'effectivement, vu, vous l'aurez compris, le foisonnement des différentes recherches qui ont été engagées, des choses qui documentent l'impact des attentats sur la société, même en ayant parlé un peu plus d'une heure, en fait, j'ai été obligé, ça m'amène à faire des choix et à parfois être un peu elliptique sur certaines choses. Alors sur la question que vous me posez, oui, en fait, le point de départ de la sociologie des attentats, donc qui porte sur cette question de l'impact social de ces attaques terroristes, c'est ce qu'on appelle au départ la sociologie du conflit. Il y a un résultat sociologique qui est bien établi depuis que la sociologie existe. En gros, c'est un des prérequis de la sociologie, c'est que une attaque avec l'extérieur suscite une réaction. Quand un groupe est attaqué, en fait, le groupe renforce sa solidarité. Voyez, donc c'est ce dont j'ai essentiellement parlé, parce que moi c'est ce d'abord sur quoi je travaille, c'est en quoi consiste exactement ce renforcement de la cohésion sociale, de la solidarité. Mais ce que montre, alors quand je vous ai parlé là, il y a quelques minutes du travail précurseur de Randall Collins en 2004, en fait il faut vous imaginer que Randall Collins en 2004, il repart de ce résultat bien établi par la sociologie à la fin du 19e siècle, puis en fait il explique qu'on n'en sait pas beaucoup plus sur ce processus-là. Et donc, en fait, il précise les choses. C'est-à-dire que, d'une part, il y a une temporalité, et puis ensuite, effectivement, on se rend compte que c'est un processus qui est ambivalent. Qui est ambivalent au sens où, en même temps qu'on a la cohésion sociale qui se renforce, on a des divisions qui s'exacerbent. On l'a bien vu au moment du mouvement « Je suis Charlie » en janvier 2015. C'est-à-dire que d'un côté, il y a cette évidence qu'on est choqué, que saisit le slogan « Je suis Charlie », et qui font que des millions de gens descendent dans la rue en brandissant les drapeaux « Je suis Charlie », etc. Mais en même temps, en fait, on est pris pour des mois de débat sur qui est ou n'est pas Charlie, et pourquoi on est Charlie, est-ce que l'expression est bonne, etc. Donc, c'est
les attentats, moi, ce que j'explique dans mes travaux, c'est que ce sont en fait des moments de mise à l'épreuve du corps social ou du lien social ou de la société, appelez ça comme vous voulez, quoi. Il y a les deux à la fois. C'est ça qui est difficile il faut tenir dans son esprit les deux à la fois. Il y a le renforcement de la cohésion avec des choses qui nous paraissent assez belles, des mouvements de... Et puis en même temps, il y a des tensions. Et si on n'y prend pas garde, les tensions peuvent prendre le pas sur le reste. Depuis, du coup, ce qu'ont pu montrer les travaux en sciences sociales, c'est que du coup, cette tension-là, cette ambivalence de ces moments de crise que sont les moments d'attentat, du coup, sont des moments de fragilité et qui peuvent prêter le flanc à des dérives autoritaristes, en fait, sur le plan politique. C'est-à-dire que, au bout du compte, la question c'est, on a les deux à la fois. On a la cohésion sociale et on a les tensions, les divisions qui peuvent être attisées. Qu'est-ce qui fait que l'un va l'emporter sur l'autre ? À force de multiplier les comparaisons sur différents cas, différentes époques, différentes sociétés, on se rend compte que, quand je vous dis c'est une mise à l'épreuve du lien social, ça allait, ou de la société, ça allait au sens très littéral, au sens où en fait le fait qu'on va plutôt être d'un côté ou de l'autre va dépendre de certains facteurs comme un degré de cohésion minimale d'une société. Si la société qui est attaquée par les terroristes a déjà pour d'autres facteurs, par exemple une société dans laquelle il y a assez peu d'inégalités socio-économiques, une société qui va avoir tendance à davantage réagir s'il y a peu de différences socio-économiques entre les gens. La société va avoir plutôt tendance à réagir comme un seul homme. Elle va plutôt pencher du côté de la cohésion. Sinon, une société qui est déjà affaiblie par un creusement des inégalités sociales. Les enquêtes du CREDOC montrent que, par exemple, on a une corrélation assez forte entre le niveau de diplôme et le niveau de revenu et le rapport au 13 novembre. Les attentats du 13 novembre 2015, on pourrait se dire c'est 130 morts, ça choque tout le monde, c'est évident. Oui, mais quand même un peu plus selon un peu plus les personnes qui sont diplômées, actives et avec des revenus importants. Et donc, plus les écarts de diplôme et les écarts de revenus sont importants, et plus ça vous met dans des positions quand même différentes par rapport à ces événements-là. Et donc, plus le degré de cohésion initiale de la société est faible, et plus, du coup, vous risquez d'avoir tendance à basculer du côté des tensions qui s'attisent. Et donc, ce qu'expliquent aussi les travaux sociologiques en la matière, c'est que ces contextes-là, quand une société d'elle-même ne maintient pas sa cohésion dans l'adversité, face à l'attaque, donc ça favorise quoi ? Des dérives autoritaires pour maintenir la cohésion. Malheureusement, on peut avoir le sentiment, vous voyez, là, être sociologue, bien souvent, c'est se retrouver, on ne travaille pas en laboratoire, donc on observe les choses, la société dans laquelle on vit, ce sont beaucoup plus confortables d'être dans l'étude rétrospective, comme pourrait l'être un historien, d'étudier 50 ans, 100 ans après, comment les choses se sont passées. Là, analyser ce qui se passe en direct dans notre société, c'est notre travail, mais il est quand même pas très commode. Là, je vous le disais, le fait même qu'on ait une répétition des attaques a un caractère inédit. Donc, vous pouvez cumuler degré de cohésion initiale de la société française. En janvier et en novembre, on a globalement eu le sentiment que la société française encaissait plutôt bien le choc. Bon. Mais il n'en reste quand même pas moins que ce choc a suscité des tensions. Bon. Puis là-dessus, répétition des attaques. Et puis discours qu'on porte sur les événements avec des phénomènes de stigmatisation de certaines populations, de certains quartiers, etc., qui attisent les divisions. Bon. Les débats autour de « je suis Charlie », etc., ça laisse des traces. Ça laisse des traces localement. Ceux d'entre vous qui êtes sur le terrain, vous pouvez l'expérimenter. Moi, j'ai des gens qui me racontent comment ils se sont fâchés pendant des années avec un ami à propos du 11 septembre ou de Charlie Hebdo, etc., que ça laisse des traces dans les relations au quotidien, etc. Donc ça cumule. Bon, et après, évidemment, il n'y a pas de monocausal, c'est-à-dire qu'il y a aussi en parallèle une évolution du champ médiatique, ce qu'on appelle aujourd'hui la bollorésation des médias, qui alimente du coup cette disproportion. Il y a un agenda politique très clair de quelqu'un comme Bolloré, avec une disproportion, un écart qui se creuse entre la réalité sociale et un discours médiatique qui peut être posé dessus. Tout le monde ne passe pas non plus son temps collé à CNews et à biberonner ce que CNews raconte, mais donc ça se rajoute aussi sur du coup. Voilà, c'est ces différents éléments, si vous voulez, qui se jouent, qui s'agrègent et qui aboutissent à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Et donc voilà. Une fois encore, c'est un contexte où il y a différents possibles et qui donc d'un côté peut être favorable. On le sait, historiquement, des situations comme ça où il y a des attaques répétées et une société qui a de plus en plus de mal à les encaisser, à y faire face elle-même, c'est des contextes qui favorisent des formes d'autoritarisme, parce que l'autoritarisme politique, du coup, impose la cohésion, et voilà, on bascule finalement dans une situation de quasi-guerre, en fait, où il faut maintenir la cohésion de la société dans le conflit de guerre, mais en même temps,
l'écart qu'il peut y avoir, une fois encore, entre la représentation médiatique et la classe politique, et de l'autre, la réalité sociale, ouvre aussi des espaces, en fait, pour se saisir. Quand je vous disais qu'il y a des formes de ressentiment, de lassitude, les gens vivent leur vie, ça laisse aussi de l'espace pour inventer d'autres possibles et essayer de renouveler l'offre politique, en fait. Je ne sais pas si ça répond, du coup, oui. Mais une fois encore, je m'excuse si la réponse peut apparaître confuse, mais parce qu'il voilà, y a plusieurs éléments qui se mêlent à la fois. Non, mais enfin, ce que je voulais dire, c'était que c'est beaucoup plus complexe qu'en fait. C'est très... voilà. L'analyse est assez compliquée à faire, en fait, de prime abord, en fait, finalement. Tout à fait. Ouais. Entièrement d'accord avec vous. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas la faire. Et donc on essaye. Mais ça implique de multiplier les angles, les approches, les terrains. Ouais. Bonjour. Alors moi j'ai une question qui me taraude, dans le sens où c'est le rapport du public à l'image aujourd'hui. On est quand même dans une société où les jeunes, surtout je pense à la jeune génération, qui est confrontée à une multitude de médias via Internet, les réseaux sociaux, voilà, où ils sont confrontés à des images quand même qui sont assez chocs au niveau des attentats. Qu'en pensez-vous? Quelle responsabilité a les pouvoirs publics là-dessus? Comment on enferme les gens dans une espèce de fascination morbide, parce que ça aussi, c'est un impact direct sur le public. Moi, je trouve que c'est assez anxiogène et assez inquiétant, surtout pour les jeunes générations qui n'ont pas forcément le réflexe d'intellectualiser les choses, de les comprendre, et qui sont face à des images quand même qui sont assez choquantes, parce qu'il n'y a pas de prévention, il n'y a pas de... Enfin, voilà. Merci pour votre question. J'ai plusieurs éléments de réponse qui me viennent en vous écoutant. Le premier, d'abord, c'est que cette question de la circulation des images et de ce qu'on voit des attentats, il préexiste en fait à la question d'Internet et des réseaux sociaux qui accentuent la circulation des images. Mais pour le coup, dans mon livre Sidération, il y a déjà un chapitre qui s'intitule « Montrer, entre parenthèses, ou pas la violence » et qui revient sur ce qu'on a vu de ces attentats, donc qui moi m'ont intéressé dans cette première enquête, du 11 septembre 2001, du 11 mars 2004 et du 7 juillet 2005. Et je montre qu'en fait, alors notamment pour parler alors je montre que les journalistes font selon les pays où ils travaillent, font des choix différents en prenant en compte la sensibilité de leur public. Et donc c'est toujours difficile en fait d'interpréter l'impact des images violentes en tant que telles sur les publics, parce que ça dépend aussi de la sensibilité de ces publics-là. Et donc très concrètement, les Français et les Américains n'ont pas vu la même chose du 11 septembre. Et alors pour le 11 mars 2004 à Madrid en particulier, c'est très criant. Les Espagnols ont un rapport aux images violentes qui n'est pas le même que des Français, par exemple. Et je relis ça dans mon travail, notamment au dolorisme chrétien et aux effets qui sont attendus par les journalistes, certaines images qui sont très crues. C'est-à-dire que très concrètement, au moment du 11 mars 2004, les attentats donc, ont lieu dans des trains de banlieue. Les journalistes se trouvent pouvoir être sur le ballast auprès des trains avant même que les secours soient là. Et donc il faut s'imaginer quand même, vous retrouvez les archives sur Internet, mais qu'un journal comme El País, l'équivalent du Monde en France, publie à la une de son journal, et ensuite en cahier intérieur, des photos de cadavres, en fait, dans les trains fumants, qui sont encore fumants. Et ces images-là, on les a très peu vues en France. El Mundo, l'équivalent du Figaro, dans une logique de dénonciation du terrorisme, parce que donc on est en Espagne, qui a tout le passif du rapport à l'ETA, publie vraiment le gros plan du cadavre d'une femme. Voilà. Ce qu'on ne pourrait jamais voir en France. Alors, ce qu'on a vu à une époque en France, dans les années 70-80, on a des journaux qui publient ce genre d'images-là, qui nous apparaissent très choquantes avec notre regard aujourd'hui. Mais donc, en 2004, à intenté,
les médias espagnols montrent certaines choses, les images sont disponibles, les médias français font le choix de ne pas les reproduire, et les médias américains encore moins, parce que les journalistes prennent en compte leurs responsabilités vis-à-vis de ce qu'ils perçoivent, de la sensibilité des publics auxquels ils s'adressent. Et ce qui fait que du coup, alors voilà, pour 2015, en fait, ces images-là existent assez peu, parce qu'inversement, aussi bien en janvier qu'en novembre, les photographes ont eu beaucoup de mal à accéder au site, à pouvoir avoir des photos, même avoir des choses à montrer finalement. Et donc là, c'est autre chose, on bascule sur par exemple la question de la circulation de la photo qui a fuité de la fosse du Bataclan, par exemple, ou la photo de la tête de Samuel Paty décapité que le terroriste lui-même publie sur les réseaux sociaux dans les heures qui suivent. Et donc là, ça pose la question de la régulation de ces réseaux sociaux en ligne là, et puis de l'éducation, effectivement, des jeunes à la gestion des images sur ces médias-là. Donc vous voyez, il y a le premier élément de réponse. C'est en fait cette question-là, c'est toujours posée en fait, et on la retrouve donc quand on analyse juste la manière dont sont montrées les images qui sont montrées d'attentats par le passé, et un passé encore récent, il y a une vingtaine d'années. Deuxième élément de réponse, ça pose effectivement la question de l'éducation. Alors donc voilà, il faudrait avoir et une fois encore, la recherche contemporaine produit du coup des choses qui peuvent servir en classe, mais encore faut-il avoir les espaces pour traiter ces questions-là, et on les a pas toujours. Parce qu'en plus aujourd'hui, on va pas rentrer là-dedans, mais l'intelligence artificielle permet aussi de créer des images. Donc comment est-ce que je voyais récemment un collègue de l'EHESS, André Gunther, qui développait le fait que nous sommes encore aujourd'hui des analphabètes de l'image, et que lire une image, ça s'apprend comme à lire un texte en fait, mais sauf qu'on ne le fait pas, et que la plupart d'entre nous, même y compris adultes, on ne sait pas vraiment lire une image, on ne sait pas repérer ce qui est vraisemblable ou pas dans une image, ce qui est intrinsèquement violent dans une image ou pas. Et donc, dernier élément de réponse, et sachant que donc, par ailleurs, mais là aussi je ne rentre pas là-dedans, il y a eu des études plutôt épidémiologiques que sociologiques après le 13 novembre qui ont mis en évidence quelque chose dont on n'avait pas conscience il y a encore pas si longtemps, l'impact traumatique pour la population générale de la circulation sur les chaînes d'information en continu de certaines images des attentats. Ce qu'on appelle le traumatisme vicariant. Il y a encore pas si longtemps, déjà, le traumatisme, on ne le traitait pas. Et là, récemment, le traumatisme, on le traitait pour les personnes qui étaient directement témoins des attentats, les victimes, les rescapés, etc. Aujourd'hui, on se rend compte que des gens qui sont surexposés aux médias, aux chaînes d'information en continu, allumées toute la journée, peuvent finir par développer des formes de traumatisme eux aussi, avec voilà, des formes d'insécurité, de peur irrationnelle liées à ces images auxquelles ils ont été exposés. Bon. Mais cela étant, pour finir donc sur une note d'espoir, dernier élément de réponse là-dessus, le développement de ce qu'on appelle les médias sociaux, des réseaux sociaux, etc., est une source d'espoir par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la construction d'autres possibles et sur la manière de renverser aussi des représentations médiatiques. En le cas de la banlieue, pour en revenir à ce qu'on raconte dans notre livre Grand Ensemble, on voit bien comment les habitants d'une ville comme Grigny, surtout 10 ans après 2015, à Grigny, une ville populaire, ça veut dire que plus de la moitié de la population s'est renouvelée et que, parce qu'il y a un turnover très important, c'est un sas d'entrée dans l'Île-de-France et dans la société française en général, une ville comme Grigny. Et donc pour beaucoup de gens, Koulibaly 2015, c'est de l'histoire ancienne, ça correspond à rien de particulier. Mais par contre, il y a un truc qui est bien ancré et qui ne bouge pas, c'est le fait qu'il y a cette représentation des banlieues comme étant des territoires perdus de la République, fabrique à terroristes, qui se crée dans les années 90, qui est toujours là en 2015, qui donne lieu à une stigmatisation redoublée. Mais en même temps, voilà, le fait qu'on ne vive plus l'époque où en gros c'est TF1 qui domine le marché médiatique, mais qu'aujourd'hui les publics, les usages des médias se soient différenciés et qui font qu'effectivement les plus jeunes, par exemple, moi je me souviens, voilà, quand j'étais chez mes parents, je pense que vous êtes un certain nombre ici à avoir connu ça, la messe du journal télévisé de 20h au moment du dîner, voilà, les plus jeunes d'aujourd'hui ne connaissent plus ça en fait. Les parents s'informent à la télévision ou en écoutant la radio ou sur leur téléphone, et les jeunes eux-mêmes aujourd'hui, on le sait, s'informent essentiellement par les réseaux sociaux. Et donc ça permet aussi à certaines représentations médiatiques d'avoir peut-être moins de force et à des images, à des représentations médiatiques alternatives de se construire, notamment sur les banlieues. Donc ça permet d'avoir des choses comme le Bondi Blog, comme l'émission Pas de quartier sur une émission comme France 24 et d'autres, et des formats plus courts du type Brut, etc., qui permettent de construire d'autres représentations médiatiques et de contester des représentations médiatiques jusqu'à présent dominantes, mais qui s'avèrent être erronées. Ça donne des espaces aussi pour permettre aux premiers concernés ou à des chercheurs en sciences
sciences sociales de contribuer à faire évoluer les choses. Mais en tout cas, voilà, pour finir sur une note d'espoir. Et sur les représentations médiatiques des attentats proprement dit, c'est une réflexion qui existe chez les journalistes eux-mêmes. Hein. J'ai déjà été amené à intervenir auprès d'eux. Mais après, on en revient... Ce qui est une autre question, la sociologie du journalisme et du champ des médias, et qui font que là aussi, souvent, les réflexions s'engagent, mais après, les gens sont happés par leur carrière, changent de poste, et puis, en fait, on en revient à la prégnance des structures qui, là aussi, font que même si on est conscient des problèmes et qu'on y réfléchit, souvent, les choses continuent à aller, c'est ce qu'on appelle la dépendance au sentier. On fait les choses d'une certaine manière, et on a beau être conscient du fait qu'il y a un problème, on continue toujours à faire pareil, voilà, malheureusement. Bonjour, j'ai une question toute simple. On voit émerger depuis quelques années de plus en plus de débats, notamment en lien avec l'islam. Hein. On a parlé du port du voile, on avait parlé des repas de substitution dans les restaurations scolaires. Aujourd'hui, c'est même le port du voile et le sport. Est-ce que, selon vous, l'émergence de ces débats sont la conséquence directe de ces attentats, ou est-ce que c'est une évolution normale de la société ? Merci pour cette question. Non, ce n'est pas une conséquence directe des attentats en tant que tels. Là encore, les attentats sont un élément d'une soupe plus large ou d'un puzzle plus large. On ne peut pas faire abstraction de ce qu'est la société française, de son passé colonial, les différentes vagues d'immigration qui font que si on le prend à l'échelle d'une ville comme Grigny, par exemple, une ville comme Grigny, c'est d'abord voilà, une bourgade aux confins de l'Île-de-France, champêtre, et puis à un moment donné, il y a une vague d'immigration italienne pour exploiter la pierre meulière, avec la famille Piketty qui s'installe là. Ça permet de construire le tunnel de métro parisien, par exemple, entre autres choses. Je vais très vite. Puis après, on construit les grands ensembles pour faire face à la crise du mal logement, avec du coup notamment des immigrés portugais qui viennent pour construire la grande borne et puis qui restent y vivre. Puis après, donc, on a les vagues d'immigration maghrébine qui sont dominantes. Puis aujourd'hui, c'est plutôt l'Afrique subsaharienne et les Maliens, etc. Et qui est aussi une population musulmane, mais avec un autre profil. Et ce qui fait que du coup, pour répondre à votre question, c'est toute la difficulté et la dimension, je dirais, un peu tragique de l'époque qu'on vit actuellement en France, c'est que ces débats-là autour du halal, du voile, etc., sont fort mal posés dans le débat public, parce qu'en fait, alors ça renvoie à des choses du type la formation initiale que tout un chacun peut avoir, hein, à la façon dont on doit collectivement se regarder et se penser en tant que société, donc c'est-à-dire la formation initiale aux sciences sociales. En France, on a une culture du débat, par exemple, du débat philosophique. On fait des mini-débats à l'école et puis on fait de la philosophie au lycée. C'est pas cas dans toutes les sociétés. Et les sciences sociales, par contre, sont marginalisées. Elles l'ont toujours été, elles le sont de plus en plus. C'est pour ça qu'incidemment, moi, j'ai pris du temps sur mon travail de chercheur CNRS, considérant que ça faisait partie de mon devoir, pour créer un manuel d'initiation aux sciences sociales dès le plus jeune âge, parce qu'en fait, ça fait des années qu'on en parle. Il y a des pays où ça se fait et il n'y a pas de raison. Arriver à dissocier un point de vue situé sur le monde social avec ce qui peut engager des fois comme panique morale, c'est-à-dire qu'à partir d'un truc qu'on voit à son échelle, on pense que la société globalement est remise en cause par la... Alors on peut effectivement à son échelle, à Grigny, on a des gens à Grigny qui nous disent bah voilà, avant il y a des boutiques, c'était bien, il y en avait pour tout le monde, puis maintenant c'est plus que du halal. Voilà. Et donc à partir de ça, se dire la France est gangrénée, c'est le grand remplacement, et tout va à volo, on va disparaître. Et donc ça, à pouvoir le mettre en perspective aussi avec un point de vue sur la société en général, qui relève d'une méthode scientifique éprouvée, qu'on croise. Je pense vous avoir montré là comment en fait on ne prétend pas à partir d'une enquête avec une seule méthode dire ce qu'il en est du vrai. Non, on croise des approches par questionnaire en population générale, avec des études monographiques où on passe du temps auprès des populations, où on interroge spécifiquement des musulmans, mais des musulmans diplômés, d'autres pas diplômés, des jeunes, des vieux, pour voir les différentes approches, et croiser ça pour avoir une vision un peu plus objective du monde social. Malheureusement, notre culture du débat médiatique fait qu'on traite nos questions sociales et on parle de nous collectivement en tant que société à travers ces débats-là, en nivelant tout ça, en fait, ce que d'aucuns peuvent avoir vu à son niveau, et en généralisant, et ce que d'autres peuvent apporter après des enquêtes collectives, mêlant différentes approches. Donc, voilà, il y a une dimension assez dramatique, je dirais, à ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on essaie de faire dans le livre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nier que il y a de plus en plus de personnes voilées, visibles dans l'espace public, qui s'ouvrent des boucheries halal, effectivement, sauf que la place de la religion musulmane en France ne se résume pas à ça, c'est ce qu'on montre dans notre livre aussi, en fait. La place de la religion dans les banlieues ne se résume pas à ça non plus. La paroisse catholique se porte très très bien à Grigny. Alors on parle de la déchristianisation, oui, mais les vagues d'immigration aussi font que là, il y a aussi tout un renouveau du catholicisme dans une société comme la nôtre, et que donc dans une ville comme Grigny, la paroisse se porte très bien. Que la religion musulmane, elle n'est pas la même selon si on considère
considère les musulmans, les maghrébins, la première génération, la deuxième génération. Donc voilà, c'est essayer de remettre un peu de nuance du coup dans ces débats-là, ce qu'on s'efforce de faire avec mes collègues, ce que Fabien a essayé de faire aussi dans son livre Loyauté radicale, où il essaye de remettre en perspective la trajectoire de Amédi Coulibaly, qui alors certes commet des attentats au nom de l'islam, mais qui n'était pas spécialement connu pour son rigorisme religieux par les gens qui l'ont vu grandir, et tout porte à croire qu'en fait sa radicalisation, elle est une sorte de prétexte qui vient donner sens à une trajectoire qui trouve sa causalité ailleurs. Fondamentalement, son meilleur ami d'enfance qui est tué par des policiers lors d'une interpellation à la suite d'un vol de moto. Bon. Et donc c'est toutes ces choses-là qu'on essaie de remettre en perspective. Malheureusement, une fois encore, le débat qu'on peut avoir là-dessus collectivement et la façon dont la classe politique s'en saisit aussi tient beaucoup à un débat public qui lui-même est posé sur des bases qui n'est pas saine, voilà, avec où on nivelle les points de vue et avec très souvent donc des paniques morales qui s'en mêlent. Une fois encore, ce qu'on reçoit bien souvent, pour terminer là-dessus, dans nos échanges, quand on fait des rencontres autour de ce livre-là en particulier, mais c'est cet écart qu'il peut y avoir entre la réalité de la société française aujourd'hui telle qu'elle se vit. On est beaucoup à avoir des amis, des collègues qui sont musulmans, dont on sait qu'ils sont musulmans, ça pose pas de problème, on vit avec, ils sont là, ils vivent ici. Et ces musulmans-là qui, bien que subissant des discriminations, sachant quelque part, sont pas dupes, savent que ça va pas se régler du jour au lendemain, ont éteint leur télé depuis longtemps, des fois en peuvent plus et vont décider d'aller vivre ailleurs et voilà. Et en même temps, ce débat-là, médiatique, avec une fois encore un agenda politique derrière qui est très clair, il faudrait essayer de s'imaginer, comme je dis souvent à mes étudiants, il faudrait arriver à s'imaginer le 11 septembre 2001 sans télévision. À quoi est-ce qu'on aurait réagi s'il n'y avait pas eu une chaîne d'information en continu, la télévision, pour nous en rendre compte, quel impact ça aurait eu. Bon. Faut essayer de s'imaginer la France d'aujourd'hui sans les médias bolorisés, s'il n'y avait pas CNews. Si CNews était resté iTélé, pour ceux qui se souviennent d'iTélé. Bon. Voilà, donc il faut faire la part des choses, et ce qui est sûr, donc, c'est sur ces questions-là, il y a une évolution de la société française, qui est une évolution globale. Et la société française a vécu les attentats, c'est clair, elle les a vécus comme elle les a vécus. Elle aurait pu mieux les vivre, certainement, elle aurait pu aussi plus mal les vivre. Vincent Tibéry, dans ses travaux, montre bien que si il y a quand même en tendance, globalement, tel qu'on peut le documenter par l'enquête, par sondage, une tendance société française à être toujours de moins en moins xénophobe, de plus en plus tolérante, ce qui peut nous paraître assez contre-intuitif, mais qui se repère vraiment par les enquêtes. Ça tient aussi au fait qu'à l'époque, il y a eu un cadrage médiatique des attentats qui a insisté, l'extrême droite l'a beaucoup moqué, mais qui a insisté sur le fait qu'il ne fallait pas faire d'amalgame, voilà, et que donc c'était des actes commis par des gens au nom de la religion, mais qui n'étaient pas forcément représentatifs de la religion. Bon, voilà. Mais voilà, il y a ça, et en même temps, il y a eu tout ce discours consistant à dire que les musulmans ne les entendaient pas assez, que c'était quand même bizarre, parce que les musulmans ont même pu très mal vivre. Ça laisse des traces. Mais après, la vie suit son cours, et 10 ans après, voilà, on est à la fois enfant de tout ça, mais il y a aussi d'autres facteurs qui jouent dessus. Comme je le rappelle aussi souvent, on a aussi connu la crise de Covid-19 depuis. C'est difficile de savoir en 2025. La société française d'aujourd'hui, on ne peut pas tout ramener voilà, à ce qui s'est passé en 2015. On a connu beaucoup d'autres choses depuis, et pas que le terrorisme. Ma question va paraître un peu naïve, mais bon, je la pose quand même. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un avant-attentat et un après-attentat? C'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui, la société française, elle est hyper anxiogène? Il y a un climat anxiogène qui est resté depuis les attentats? Il y a deux questions en une, et donc je vais répondre à vos deux questions. Est-ce qu'il y a un avant et un après-attentat d'une manière générale? Oui, mais toujours pareil pour ceux qui l'ont vécu, si vous voulez. C'est comme si vous me demandiez s'il y a un avant et un après 11 septembre aux États-Unis. Il y en a évidemment un pour tous ceux qui l'ont connu, et ça reste un événement historique. Et c'est comme la France, il y a un avant et un après Seconde Guerre mondiale, un avant et un après. C'est des événements historiques qui ont marqué et qui voilà, resteront en tant que tels. Mais quand on est 20 ans après le 11 septembre, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la société américaine, même New York, en fait, ça a été reconstruit. C'est de l'histoire ancienne, c'est de l'histoire littéralement. Et donc, ça a marqué. Ça a eu des implications aussi des fois dans des choses très concrètes et qu'on finit par oublier, comme le paysage urbain, en France, à Paris, même encore aujourd'hui, il y a un avant-après, non pas 2015, mais un avant-après, attentat de 95, attentat à la bonbonne de gaz. Moi, je m'en souviens, j'avais 14 ans, voilà, mais aujourd'hui, quand j'explique ça à mes étudiants, oui, les poubelles dans les rues de Paris, si c'est des sacs plastiques qui volent au vent et que c'est pas des poubelles en dur, c'est à cause de bonbonne. Ça a marqué un avant et un après. Voilà. On l'a complètement oublié, mais voilà, donc c'est des choses qui font que l'événement paraît l'histoire ancienne, mais que quand même, le fait que ça s'est produit marque un avant et un après. Sur le plan de l'anxiogène, est-ce que la société française aujourd'hui est plus anxiogène? C'est là encore difficile de vous répondre au sens où
on ne peut pas faire de quasi-expérience, on ne peut pas saisir les choses en laboratoire. Je pourrais vous répondre sur est-ce que globalement les Français sont plus anxieux. Comment est-ce qu'on l'objective? En leur posant la question, en voyant leur consommation de psychotropes. On sait que la France a le record, un des records, si ce n'est le record, j'ai plus le chiffre en tête, mais de consommation de psychotropes, d'antidépresseurs, etc. C'était déjà le cas avant 2015, ça l'est toujours aujourd'hui, ça ne tient pas qu'à ça. Bon. Alors est-ce que c'est le tempérament français, une sorte d'atavisme qui fait que je ne pense pas vraiment, mais moi il y a pareil, pour vous répondre sur la question des attentats, il y a en tout cas quelque chose que... Il y a un document que je vous invite à voir, vous le retrouverez sur Dailymotion, ça s'appelle « Au large, les nuages ». Je le montre toujours à mes étudiants et je pense qu'on le montrera dans l'exposition permanente du Musée mémorial du terrorisme. C'est un radio-trottoir, c'est une petite vidéo en fait, un petit montage vidéo, c'est un artiste qui a fait ça. Dans les jours qui suivent le 13 novembre 2015, il va à Saint-Malo et il interroge les gens pour savoir ce qu'ils pensent des attentats. Alors, c'est pas un sociologue, donc en gros, il demande des trucs un peu, est-ce que vous avez peur, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et donc la petite vidéo, en fait, c'est juste, vous avez quelqu'un qui est face à la mer sur les remparts de Saint-Malo, et puis tandis qu'on a cette timeline des vagues et de cette personne face à la mer, on entend différentes personnes répondre. Et vous voyez bien, du coup, en quelle mesure déjà, en novembre 2015, selon les personnes, selon si c'est des hommes et des femmes, selon leurs âges, selon tout plein de choses, selon leur position sociale, selon qui elles sont déjà plus ou moins dans l'anxiété par rapport au 13 novembre 2015. Dans les entretiens qu'on a récoltés dans le cadre du programme 13 novembre, un programme de recherche transdisciplinaire que j'évoquais, un des grands résultats aussi, c'est qu'on se rend compte que, globalement, le discours que livrent les femmes est beaucoup plus un discours émotionné et qui laisse beaucoup plus de place à l'anxiété que les hommes. Et c'est genré en fait, vous voyez, c'est juste que les hommes sont habitués, peut-être, c'est pas forcément qu'ils sont moins anxieux, c'est peut-être qu'ils sont moins habitués, ils ont toute une éducation qui les pousse à ne pas dire qu'ils sont anxieux, à pas prêter attention à ça, et donc de la même manière, quand ils parlent du 13 novembre, en fait, ils lisent quasiment une analyse géopolitique sur les causes de l'islamisme, comment il faudrait y répondre, etc. Tandis que les femmes, elles, vont beaucoup plus nous raconter de comment elles l'ont vécu, ce qui les a marquées, pourquoi ça les a touchées, etc. Et de leur inquiétude pour leurs enfants, par exemple, des choses que les pères vont moins souvent évoquer. Donc, on voit ces phénomènes-là, on peut les saisir à certaines échelles, mais de là à dire que la société française, d'une manière générale, est devenue plus anxiogène, à vrai dire, je ne crois pas. Voilà. Il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas d'autres, moi je m'en permets une dernière, parce que je vois qu'on a un peu le temps. Il y en a une qui me taraude depuis un petit moment. Tu as parlé des réactions aux attentats en fait, qui se passent dans d'autres pays. Là, par exemple, la réaction des Français aux attentats de 2001 ou de Madrid. Est-ce que tu pourrais en dire un mot sur des attentats plus récents? Et je pense à des différences de réaction qu'il y a pu avoir entre les attentats qui ont par exemple touché Moscou, une salle de concert à Moscou, et puis par exemple les attaques du 7 octobre qui ensuite ont suscité énormément de réactions. Est-ce que tu peux en dire un petit mot? Je vais essayer d'en dire un petit mot, oui. Sachant qu'on a sur ces événements-là, moi ce que je m'efforce de faire depuis, vous l'aurez compris, c'est un peu ma croix de pèlerin depuis une vingtaine d'années, c'est de nous amener à avoir un regard sociologique sur ces questions-là, plutôt que le regard qu'on a spontanément. On vit dans des sociétés très psychologisées, donc on tend souvent à traiter ces questions-là sous un plan psychologique et en généralisant à l'ensemble d'une société. Avant d'évoquer les cas que tu mentionnais là, par exemple, en 2016, j'ai parlé de Nice, mais il y a aussi, tu l'avais évoqué, l'attentat de Bruxelles, en mars 2016. Et déjà à l'époque, moi du coup, les questions que me posaient les journalistes, c'était est-ce qu'on ne serait pas en train de s'habituer? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de fatigue de la compassion? Et ce que je leur expliquais déjà à cette époque-là, c'était que non, vous c'est peut-être ce que vous ressentez, mais ça renvoie à votre position sociale par rapport à ces événements et selon les caractéristiques de chacun de ces événements-là. Mais imaginons que vous ayez fait, vous êtes journaliste parisien, mais imaginons que vous ayez fait votre formation non pas au
au centre de formation des journalistes de Lille, mais à l'école de journalisme de Sciences Po Paris, et que du coup des camarades que vous avez eus à Sciences Po Paris, eux, ont continué en affaires européennes, et maintenant on serait en train de travailler à la Commission européenne ou je sais pas quoi, bah là tout d'un coup l'attentat à Bruxelles en mars 2016, bah, ça vous concerne un peu plus. Vous, il se trouve que vous connaissez personne à Bruxelles, tant mieux pour vous, mais il suffit que vous y connaissiez des gens, que vous ayez un bon ami qui y travaille ou autre, tout de suite vous vous sentez concerné, ça vous inquiète, ça vous interpelle. Exactement comme le 13 novembre, vous êtes senti interpellé parce que vous avez pensé à votre ami qui habite dans tel quartier ou à votre cousine qui était peut-être au Bataclan, etc. Et en fait, quel que soit l'attentat qu'on considère, c'est toujours la même chose. De la même manière que la question de est-ce qu'on vit dans une société de plus en plus anxiogène et où en fait il y a la question des attentats, mais il y a aussi la question de la pandémie, il y a tout plein de facteurs qui s'entremêlent pour savoir dans quelle mesure c'est de plus en plus anxiogène. Sur la question des attentats, qui ne cessent de se produire de par le monde, se pose régulièrement la question de est-ce qu'on ne serait pas en train de s'habituer, est-ce qu'on finirait pas par devenir indifférent, etc. Je réexplique tout le temps aux journalistes, ça moi je suis prêt à mettre ma main à couper de sociologue. Hein. Si demain il y a une nouvelle attaque de masse qui se produit en France, les gens réagiront pareil, comme ils l'ont toujours fait, ils descendront encore dans la rue, ils iront mettre des bougies et des messages, ils mettront des messages sur les réseaux sociaux. C'est pas parce qu'il y a eu Charlie Hebdo le 13 novembre ou autre que tout d'un coup en 2025 un attentat nous rendrait totalement indifférents. Et ça, parce que c'est des processus sociaux qui sont lourds, qui sont structurels, et parce qu'il y a un renouvellement de la population qui font qu'il y aura toujours des gens pour qui ça sera une première, en fait, pour qui ça les choquera, comme moi ça m'a choqué le 11 septembre, ou comme d'autres ont été choqués au moment du 13 novembre 2015. Et ce qui est vrai à l'échelle de notre pays, c'est pareil, on a toujours tendance à avoir ce que le sociologue Ulrich Beck appelait une forme de nationalisme méthodologique. On a tendance à raisonner à l'échelle de notre pays, et c'est là aussi, c'est la socialisation qu'on a reçue qui font qu'on a du mal à penser les processus sociaux de la même manière et dans les mêmes termes à l'échelle de notre pays et par-delà ses frontières, à un niveau international. C'est ce que je me suis efforcé de faire dès le départ, en fait, en essayant de rendre compte de ce qui faisait que des Français avaient réagi au 11 septembre 2001 aux États-Unis ou au 11 mars 2004 à Madrid. Et en fait, en me rendant compte que ce qui les a amenés à y réagir n'est pas différent de ce qui les amène à réagir ensuite en 2015 à l'attaque de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 ou à l'attaque du 13 novembre ensuite. Et donc, ça vaut encore et toujours pour des attentats plus récents. C'est-à-dire que, je disais, ce à quoi on réagit, c'est d'abord ce qu'on aperçoit au travers des médias. Bon. Souvent, on va dire, c'est une question de proximité géographique. Oui, on réagit au 11 septembre parce qu'en fait, les États-Unis, c'est juste à côté, une proximité géographique. Et elle n'est pas que géographique, cette proximité, parce que, par exemple, je l'évoque dans Sidération, ça m'avait un peu amusé à l'époque, c'est tragicomique, mais le jour de l'attentat du marathon de Boston, qui fait de mémoire quelques morts, 3-4 morts, vous avez en même temps un attentat en Irak qui fait 50 morts. Si vous prenez un globe ou un planisphère, vous mesurez la distance qui mène de Paris à Bagdad, elle est plus courte que la distance qui mène de Paris à Boston. Ça paraît fou à tout le monde, mais c'est le cas, en pur kilomètre. Simplement, le journal 20 minutes, je l'avais découpé à l'époque, la une entière, c'était le marathon de Boston, et les 50 morts en Irak, ça faisait un entrefilet en page intérieure. Donc en fait, tout le monde a oublié cet attentat en Irak, parce qu'en plus, à l'époque, il y avait régulièrement des attentats en Irak, donc ça faisait pas événement, et puis parce que l'Irak, c'est lointain, c'est pas notre environnement, c'est des facteurs qui sont sociologiques, là, en l'occurrence pas psychologiques, qui font qu'on est des Occidentaux, qu'on est tourné vers les États-Unis, que l'Irak, les gens savent pas trop où situer sur la carte. Et c'est pas qu'une question de mort kilomètre, comme le disent les journalistes. C'est pas qu'un ratio de nombre de morts et distance kilométrique. C'est aussi une question sociologique de proximité. Là, donc le terme est peut-être un peu impropre, mais culturel, et qui font que donc pareil pour l'état actuel du conflit. Alors il se trouve que j'avais pour projet avant 2015, après avoir travaillé sur le rapport aux attentats, de travailler sur le rapport des Français au conflit israélo-palestinien. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé depuis, donc je laisse ça à un certain nombre de collègues, mais le mécanisme est de même nature. On s'est longtemps interrogé sur l'importation du conflit israélo-palestinien en France, comme s'il y avait des gens qui arrivent avec leur petit sac à dos, avec le conflit israélo-palestinien dans leur dos pour l'importer en France. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le rapport que des citoyens français ont au cours du monde et à ce qui se passe dans le monde tient à leur position sociale. Donc, selon leur religion, selon leur histoire familiale, selon d'où ils arrivent, de quel pays ils arrivent, on raisonne toujours comme si 99% des Français étaient nés en France d'origine française. Et non, on a tous des histoires migratoires particulières qui font que... Moi, je vous expliquais que je suis sensible à l'attentat de Nice parce que je viens des Alpes-Maritimes. J'ai des ascendants italiens. Vous pouviez faire un pari. On remonte 3 générations au-dessus de moi. On retrouve des Italiens qui font que ce qui se passe en Italie me concerne un peu plus que ce qui se passerait, je sais pas, au Portugal, par exemple. J'ai pas de proches au Portugal, j'y connais personne. Bon. Et donc, c'est exactement pareil pour le rapport à ce qui se passe en Israël et en Palestine, en fait. Selon si on y connaît des gens, si on a des collègues, des amis qui y sont ou pas, selon si on sait situer ça sur la carte, selon
selon si on est de confession juive ou de confession musulmane. Je connais des Français qui sont complètement indifférents au conflit israélo-palestinien et qui n'arrivent pas à comprendre qu'on en fasse, et qui regardent de manière un peu hébétée l'état du débat public en France autour de ça. Il y a des gens pour qui ce n'est pas un sujet, en fait. Mais voilà, comme il y a beaucoup de gens, et on peut tout à fait le respecter pour qui ça en est un, ben en fait, c'est un sujet en France, comme dans la plupart des autres pays occidentaux, et quelque part, c'est en fait normal. Ça témoigne du fait que nos sociétés sont interconnectées. Voilà. Je vois qu'il y a une question tout en bas. Ce sera, je pense, du coup, la dernière. Je voulais savoir comment vos recherches intéressent ou non les politiques ou les membres du gouvernement. Enfin, comment tout ça... Je vais vous répondre en toute franchise. Il est 16h01, on arrive à la fin. Je vais vous répondre en toute franchise comment ça intéresse les politiques. Bien, écoutez, François Hollande, en 2016, m'a invité à déjeuner à l'Élysée. J'étais encore un... C'est le jour où j'ai appris que je rentrais au CNRS. C'est une pure coïncidence, là aussi. Mais donc, j'étais pas encore au CNRS. Mais bon, voilà, il avait voulu, à l'époque, dans ce contexte-là, recevoir à sa table des sociologues pour un peu comprendre ce qui se passait. Donc, déjà, en soi, c'est un geste assez inédit. Donc, c'est comme ça que moi, sociologue, jeune chercheur, je venais de publier mon livre spécialiste des réactions aux attentats en 2016. Voilà, il y avait quand même tout un sujet autour de ça. Bon, bah, je me retrouve à être invité à ce déjeuner, donc j'ai accepté d'y aller. Donc voilà, j'ai pu avoir l'occasion de déjeuner à l'Élysée. Bon, après, ça a resté un déjeuner protocolaire avec un président. Donc bon, voilà, on a répondu à ces questions. Mais bon, voilà, il y avait un intérêt au moins. Le livre Face aux attentats que j'ai évoqué là, voilà, un petit livre, je me suis dit bon, ça c'est. Donc quand même, on a fait un effort pour rendre très accessible, pouvoir être lu très rapidement, c'est quelques pages, c'est un livre de poche, pouvoir être lu en une soirée, les résultats de différentes recherches, dont la plupart ont été financés par le CNRS, etc. Ce livre-là, on en a envoyé un exemplaire à Emmanuel Macron. On a reçu un Bristol de remerciements polis. Ouais, je ne sais pas s'il a été lu, voilà. Donc ce rapport des politiques aux recherches qu'on mène, il est assez... On l'évoque aussi à la fin de grands ensembles, si vous voulez, on n'en est pas dupe. Le politique peut aujourd'hui assez peu de choses, fondamentalement. C'est-à-dire que j'ai été à une époque aussi... dans un conseil d'experts qui avait été créé par la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes à l'époque de François Hollande, donc par Juliette Méadel. Donc voilà, elle avait rassemblé autour d'elle pour la conseiller un certain nombre de personnes qui s'y connaissaient en gros en victimes du terrorisme. Bon voilà, donc on avait eu des échanges comme on peut les avoir assez régulièrement quand on est chercheur avec des politiques. Elle a redemandé à nous rencontrer maintenant qu'elle est devenue ministre déléguée à la ville. Fondamentalement, les préconisations qu'on a pour faire changer la situation dans les quartiers populaires, je ne pense pas qu'elles soient en mesure quelconque de la mettre en œuvre. Donc voilà, ce rapport-là, c'est un rapport qui reste fondamentalement assez instrumental. Les politiques ont peu le temps de lire. Alors il se trouve que nous, en France, il y a des gens comme moi qui sont au CNRS payés pour produire des savoirs sur notre société. On les produit, et on les produit pour la société en général, ça inclut les politiques. S'ils n'ont pas le temps de s'en saisir, tant pis. Si des citoyens, inversement, des collectifs, des travailleurs sociaux, des gens sur le terrain, des enseignants s'en saisissent, eh ben, c'est très bien aussi, c'est pour eux qu'on le fait. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, fondamentalement, on est dans un contexte où, pour l'avoir très directement vécu, des politiques vont fondamentalement être dans un rapport où ils nivellent des ouvrages issus d'enquêtes en sciences sociales, le mettre sous le même rapport que voilà, le témoignage d'un tel qui, au doigt mouillé, vous parle de l'islamisation de la France ou d'un truc. Mais si, quand même, qu'est-ce que vous en pensez? Un tel dit ça. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise, en fait? C'est une pure panique morale pour faire vendre du papier. Lui aussi, il a besoin peut-être de s'acheter une maison secondaire. Donc, il fait un livre voilà, publié chez un éditeur qui est financé par Bolloré. Enfin, il y a un agenda politique. Vous voulez me demander ce que moi, en tant que chercheur CNRS, qui suis payé pour être fonctionnaire, je ne touche pas de droit d'auteur sur un ouvrage. Moi, je vous dis ce qu'il en est avec une méthode scientifique. Maintenant, vous me demandez ce que j'en pense. Voilà, c'est ce nivellement-là, il s'observe. Ça traduit, là encore, un manque de culture en sciences sociales de la part, y compris des personnes qui sont amenées à être responsabilités politiques. Là, malheureusement, à mon sens, on n'y peut plus grand-chose. Là où ça se joue, à mon sens, c'est à un autre niveau. Et notamment, on peut toujours espérer, c'est une forme de boutade, mais... voilà, faire un manuel d'initiation aux sciences sociales à l'école primaire, c'est aussi... en un sens, parier sur la formation de ceux qui aujourd'hui ont 10-11 ans et un jour peut-être deviendront nos futurs dirigeants politiques. Voilà.